Donc, il ne va pas vous dire ce que c'est l'Université libre de Bruxelles. Non, c'est pas je le vous le sujet. dirai à la fin. Bon, par contre, là, on va parler d'un sujet un peu bizarre, auquel moi, j'ai rien compris, qui s'appelle l'antisémitisme. J'ai jamais entendu parler. Et alors, donc, c'est la première fois, donc il va nous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Mais, allez-y. Bien, ok. Cher monsieur Gutowski, d'abord les remerciements. Un très grand merci de m'avoir invité. Je vous remercie aussi de m'avoir réinvité, parce que l'année passée, à peu près à la même date, nous nous trouvions également ici, peut-être avec une partie du public qui nous fait l'amitié de venir ce soir et d'affronter le froid. Alors là, vous avez du mérite, beaucoup de mérite, mesdames et messieurs, donc d'être venus. Et effectivement, donc je suis très très heureux de revoir un certain nombre d'entre vous. Il y a quelques visages que je reconnais et qui étaient là. Je parlais tout à fait d'autre chose. L'année passée, je parlais du procès de Jésus à la lumière du droit romain et du droit hébraïque. C'était pas ici, c'était au Café des C'était ailleurs, mais bon, voilà. Alors, bien, il y a un rapport très très éloigné, d'ailleurs, entre ce que j'avais traité la fois passée et ce dont nous allons parler ce soir, bien sûr. C'est une première chose. Et puis, effectivement, alors, M. Gutowski a bien raison de ne pas se livrer de longues présentations. Je me présente moi-même, ça ira très vite. Je suis professeur à l'Université de Bruxelles. J'ai un certain âge. J'ai 80 ans. Voilà, comme ça. Je vous le dis, voilà. Bon, je suis très heureux d'avoir atteint 80 ans. Donc, cela fait que je suis professeur honoraire depuis maintenant une quinzaine d'années. Mais j'ai une deuxième carrière. Je dirige à l'université. Je l'enseigne encore toujours. Et je dirige l'Institut d'études du judaïsme à l'université, qui est un double programme, équivalent master, en 2 années entières. Et voilà, et j'essaye d'apprendre à un public un petit peu particulier. Il y a assez peu de juifs. C'est un public essentiellement de chrétiens, dans l'église, hors l'église, pour l'église, contre l'église, des musulmans, des musulmanes, des filles voilées jusqu'au bout du nez, mais si bien sûr, et quelques juifs d'ailleurs, voilà. Et le public va mon étudiant le plus jeune, il a 22 ans, le plus âgé en a 89. Et il y a quelques semaines, j'ai interrogé un monsieur de 89 ans. C'est extrêmement difficile, parce que vous recalez un gamin de 22 ans, vous recalez un monsieur de 89 ans qui a voulu effectivement revenir aux études comme ça à la fin de sa vie. C'est une toute autre aventure, vous voyez. Bon, et donc, je passe ma vie à surfer, comme on dirait aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, sur ces vagues-là. Donc ces vagues de grandes différences d'appartenance, de culture, de religion, ou d'athéisme d'ailleurs, et la courbe des âges, ce qui fait aussi que le public que j'ai face à moi est extrêmement varié, des gens incultes, des gens ultra cultivés, des collègues à moi qui sont honoraires désormais, qui viennent écouter, on ne sait pas bien pourquoi, votre serviteur. Enfin bref, vous voyez, et c'est un métier. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce qu'on entend? Oui, sinon on pourrait donner... Sinon on va chercher le micro, sinon... Oui. Mais promettez-moi vraiment, comme les boys scouts, vous promettez d'entendre, parce que sinon... Mais c'est mieux le micro. Alors, si M. Gutowski, apportez le micro, madame trouve que c'est mieux. Ben oui. Oui. Oui, le microphone, ce serait mieux. Il m'arrive d'obéir. Parfait. Merci. Voilà. Bon, et en attendant que le micro arrive, on va juste bavarder comme ça. Voilà. Et je le disais à monsieur, je pense, ou à une autre personne aimable qui est venue me voir. J'ai l'âge que j'ai, puis c'est tout, mais ça fait 54 ans que j'enseigne tous les matins de façon continue. C'est extrêmement long et c'est très court. C'est très très court. Je me souviens encore d'un certain nom de certains de mes étudiants de ma toute première année. Et j'en ai enterré quelques-uns. Ben oui, vous voyez, voilà. Donc c'est un métier, voilà. Bien. Et une profession, c'est comme vous voudrez. Bien. En attendant, déjà, entrons un petit peu dans la chose, en attendant que nous apportons un micro. Je vous signale aussi, parce qu'il y a des métros à prendre et tout le reste, que l'exposé prend environ 90 minutes. Donc, ne soyez pas trop impatients. 90 minutes, et plus encore peut-être des questions. Et il est déjà 8h moins 20, donc vraiment il est temps de s'y mettre. Et M. Gutowski apporte la... Non, le micro est là. Oui, bien, oui. Ah oui, mais il faut l'amplificateur. Ah, attendez. Alors, c'est vissé, vous voyez, en dessous c'est vissé. Non, attendez, il y a une vis là en dessous, oui, il faut dévisser. Ah, ça, je ne sais pas. Je le fais, j'essaie de le faire. Allez-y. Voilà, et on peut peut-être... Peut-être. Tu fonctionnes.
C'est évidemment mieux pour tout le monde. Et celui-là, Ah ben, on prendra l'autre. Oh, magnifique, monsieur. Essayez de le fixer, ça, si vous le tu l'as vissé ou vicié? Hop. Est-ce que vous entendez là? Non. Hop. Voilà. Oh oui, il y a de la place. C'est tout près. Ici. Parce que d'habitude, je prends le micro là-bas, juste au bout. Encore un peu. Encore un peu de moins. Un peu plus. Ceci faudrait. Il faut sauver la maison. Non? Non? Bon. Alors, Ils sont branchés quelque part. Là, oui, là. Hop. Serrez un peu la vis. Attention la claque, ça. Et puis comme ça. Est-ce que ça fonctionne surtout? 1, 2, 1, 2. Attendez qu'il- Ouais, il faut que l'amplificateur soit branché. Si l'ampli n'est pas branché, ça On va marche. s'en occuper, le monsieur. Ah, c'est ce micro-là qu'il faut Non, non, mais tester. faut le connecter. Non, quand même. Il n'arrive pas, je sais pas. Ça ne marche pas? On entend quelque chose. Mais lequel? Alors? C'est lequel vous m'entendez là? Non. Alors, 1, 2, A, B, C, D, 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4. Non? Qu'est-ce que- Je peux chanter la Marseillaise aussi. L'hymne belge. Je peux chanter l'hymne belge aussi. Moi, je ne les confonds pas, comme un de nos premiers ministres d'il y a quelques années. Ah ouais? Ah oui, on lui avait demandé de chanter la Brabançonne. Il a chanté la Marseillaise. Bon, Il a écoutez, perdu, on n'arrive pas à les marquer. il a perdu son poste. C'est Gergely, il va peut-être Oui. falloir parler plus. Ah oui. Parce que là, vraiment, je Non, ne sais pas. vous n'y arrivez pas. Non, Bon, bah parce que écoutez, je sais pas. il n'y a personne pour aider, non? Alors tant pis, on va faire ça. On fera ça sans micro. Mais vous... Oui, mais écoutez, bon, on va voir. Bien, voilà. Donc, effectivement, M. Gutowski vous a dit que la conférence traiterait de l'antisémitisme. Oui, sans doute, de façon marginale. En réalité, le sujet concerne un petit peu autre chose, en l'occurrence, les mécanismes de la haine, c'est-à-dire de ces mécanismes très particuliers qui font que, ce mécanisme très particulier qui fait que, effectivement, des hommes, des peuples, des nations, qui jusque-là, les gens qui s'entendaient plutôt bien, ou en tout cas qui arrivaient à s'accepter brusquement, eh bien, se mettent à s'entretuer. S'entretuer, tout simplement. Et nous en avons le spectacle, bien entendu, devant nous. Alors, mon problème, si vous voulez, parce qu'il y en a toujours un, c'est que ce sujet, j'en traite évidemment avec mes étudiants, et ça me prend environ 6 heures de cours. Et j'ai 90 minutes ici. Donc, nécessairement, comme je le disais tout à l'heure pour autre chose, nous devons surfer sur la vague, sur la crête de cette vague. Mais Madame le disait, avec qui j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, l'essentiel d'un exposé, qu'il s'agisse d'un cours complet ou bien d'un exposé en forme de conférence, c'est de donner des pistes afin à chacun d'enrichir la réflexion comme il le peut, pour autant qu'il puisse emporter quelque chose des propos qu'il a pu entendre. Et donc, plus spécifiquement, ce dont il s'agirait ce soir, si vous voulez, c'est d'exposer, d'analyser les mécanismes qui animent cette passion. C'est une passion humaine, et je dis le mot au sens latin du mot passio, c'est-à-dire de souffrance, parce que, pourquoi la souffrance? Parce que la haine fait souffrir, et la victime, et le maltraitant, les deux à la fois, même si, mesdames, messieurs, chers amis, même si c'est de manière parfois, et même souvent, différente, mais les deux, effectivement, souffrent. Venez, madame, installez-vous, venez près de moi. Voilà. Je vous entendrai mieux. Vous entendez très bien. Venez près de moi. Oh, bah, le câble, par contre, ça. Voilà, ceux qui n'entendent pas, il y a encore des places. Voilà, très bien, voilà, parfait. Alors, je pense que tout le monde a trouvé sa place cette fois-ci. Oui, c'est bien. Voilà.
Et je disais effectivement qu'il s'agit de parler effectivement de la chose comme d'une passion, au sens de la souffrance, et cela parce que, si vous voulez bien, le bourreau et la victime font toujours couple. Il faut toujours être à deux, même si c'est un couple paradoxal. Et c'est un couple paradoxal, en ceci que les fauteurs de haine, mais je m'expliquerai tout à l'heure mieux là-dessus, mais les fauteurs de haine, figurez-vous, ne pardonnent jamais à leurs victimes la maltraitance que eux, les coupables, leur infligent. Jamais. Pourquoi? Vous l'aurez deviné un petit peu, à cause de la mauvaise conscience que parfois ça peut donner. Et ce soir donc, nous allons essayer, si vous voulez bien, en quelques 90 minutes, comme je vous l'ai dit, de mettre au jour ces mécanismes qui animent ce que j'appelle vraiment cette machine infernale, celle qui fait fonctionner la haine d'autrui, c'est-à-dire la haine du semblable. C'est-à-dire la haine du semblable, qui en même temps est nécessairement différente, parce qu'il est vrai aussi, nous le savons, mais il faut y penser, que sur cette terre, nous ne sommes jamais tirés qu'à un seul et unique exemplaire. Nous sommes semblables et toujours différents. Si vous permettez, pour me faire comprendre, une allusion, intime et personnelle à ma mère, de vénérée mémoire, décédée il y a longtemps. Elle était née sous François-Joseph en 1908, donc il y a longtemps, effectivement. Et je dis cela parce qu'en naissant en 1908, elle a connu ce XXe siècle qui a été le plus abominable de tous les siècles de l'histoire humaine. Jamais, mesdames, messieurs, chers amis, vous le savez, l'humanité ne s'est aussi mal comportée qu'au XXe siècle, en provoquant 2 guerres mondiales, la Shoah, d'autres génocides, et ainsi de suite. Jamais. Et ma mère, évidemment, qui avait traversé tout ça, n'arrêtait pas de me dire, d'une façon un petit peu ironique comme ça, en disant « Oh, mon Dieu, disait-elle, si Adolf Schicklgruber, ce qui était le vrai nom de famille de Hitler, si Adolf Schicklgruber, si sa mère, ce soir-là, avait choisi d'aller au cinéma. » Sous-entendant par là que, effectivement, si elle avait remis au lendemain de coucher avec Herr Schicklgruber, eh bien, elle n'aurait peut-être pas engendré Adolf. Alors, j'étais un petit peu perplexe et j'ai interrogé des professionnels de la chose, des généticiens et d'autres, et ils m'ont dit que ma mère avait intuitivement parfaitement raison. D'une copulation à l'autre, on ne produit jamais le même individu. Jamais, jamais. Autrement dit, oui, mesdames, messieurs, chers amis, effectivement, nous sommes tous différents, c'est-à-dire tous, et ne frémissez pas à ce que je vais dire maintenant, tous inégaux. Il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, comme moi, des beaux, des laids, des intelligents, des stupides, la liste est infinie, excepté en humanité. En humanité, nous sommes, oui, tous rigoureusement égaux, et cette appartenance, si vous voulez, à l'humanité, fait que cette appartenance abolit toutes les inégalités que je viens de dire tout à l'heure, bien sûr, et cette égalité en humanité, bien sûr, fait que nous avons un droit absolu, le droit absolu de bénéficier du respect inaltérable, s'il vous plaît, de nos vies, qui, elles, sont sacrées, c'est-à-dire intouchables. C'est en tout cas ce qu'il faut espérer. Et qu'il faut espérer que chacun le pense. Tout le monde ne le pense pas. Les racistes, les vrais racistes, ne le pensent pas. Alors, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas non plus là-dessus, parce que j'ai déjà été censuré en public, j'ai reçu des gifles, enfin presque, pour ce que je vais dire maintenant, mais c'est comme ça. Vous savez, ce mot de racisme, est un mot mal employé, galvaudé. Vous savez, pensez un peu à ce que Camus avait dit, vous vous souvenez? Il avait dit « Mal nommer les choses accroît les malheurs du monde. Il faut mettre les bonnes étiquettes aux bons endroits. » Si vous nommez tout ce qui est différent, ce qui n'est pas plaisant ou déplaisant du racisme, lorsque le vrai racisme arrivera, il vous frappera en pleine gueule et vous ne le reconnaîtrez pas. Exemple, vous comprenez bien. Exemple, vous savez, ne pas aimer les femmes, c'est abominable, c'est la merveille de la création, la femme. Mais ce n'est pas du racisme, c'est de la misogynie. Sinon, ce serait imaginer qu'une femme et un homme seraient de race un mâle serait de race différente, alors qu'il n'y a même pas de race humaine, nous sommes dans la même espèce, c'est tout. Ne pas aimer les étrangers, c'est affreux. Et ça s'appelle de la xénophobie. Et ce n'est pas du racisme.
Le racisme, le vrai racisme, c'est effectivement quoi? C'est de croire que l'humanité est faite de strates comme ça superposées, de races, et qu'il y a une race supérieure à une autre, et que cette race supérieure, effectivement, existe, et qu'elle est menacée par une race inférieure, et qu'elle a le droit de se défendre, et même de massacrer ces gens qui les menacent, évidemment. Et donc, ça devient, dans l'esprit des vrais racistes, une nécessité. Alors, il ne faut pas me croire comme ça simplement parce que je vous le dis. Je vais aux meilleures sources possibles. Himmler. Vous savez tous que Himmler avait lancé effectivement les Einsatzgruppen sur les premières populations juives de Pologne, et d'ailleurs les premiers massacres d'1 million de personnes à peu près, c'est la fameuse Shoah par balle. Et lorsqu'il a, poussé ces hommes à aller faire ce travail impossible d'ailleurs, il leur a tenu un discours, le fameux discours secret. Il n'était pas si secret que ça parce qu'il était enregistré. Moi je possède sur ce disque en cire, je possède le discours chez moi. Je vous en lis 3 phrases ou 4. Je l'ai aussi en allemand ici, mais je ne lui fais pas l'honneur de le lire en allemand, ça ne mérite pas ça. Voilà ce qu'il a dit au SS, qu'il allait envoyer faire ce travail. Vous savez, chacun de vous a son juif convenable qu'il aimerait défendre. Mais nous devons les tuer tous, même les enfants, parce que nous n'avons pas le droit de laisser grandir les enfants de nos sous-hommes, des sous-hommes. On ne pourrait pas dire les choses mieux et plus clairement que cela. Ça, c'est effectivement le vrai racisme, bien entendu. Et la question donc se pose là, bien entendu, comment il peut se faire que des gens, y compris ces SS, qui hier avaient des voisins tout à fait acceptables pour eux, avec lesquels ils vivaient, cohabitaient en quelque sorte, et bien d'un jour à l'autre, brusquement, se mettent à aller s'assassiner sans arrière-pensée toute particulière. Et c'est donc par quel mécanisme, si vous voulez, on en arrive à cela, que je vais essayer de vous expliquer ce soir. Alors, oui, j'ai ici le texte allemand de Himmler, mais je censure. Mais je vous l'ai traduit. Voilà. Alors, pour expliquer ça, il y a 6 ou 7 mécanismes. Je vous ai distribué une petite feuille, ça permettra de suivre cet véritable mécanisme, cet engrenage infernal, et je ne veux pas que vous rentriez ce soir désespérés, mais je vous le dis par avance, lorsque l'engrenage se met en route, il est quasiment impossible de l'enrayer et de l'arrêter. Voilà. Alors, il y a donc 5 ou 6. Écoutez, moi j'ai encore une petite feuille supplémentaire. Quelqu'un a besoin? On a des... Ah, monsieur Butowski a tout ça. Bon, voilà. On a tout ce qu'il faut. Parfait. Alors donc pour expliquer tout ça, s'il vous plaît, il y a 6 ou 7 mécanismes. Des mécanismes qui sont, si vous voulez, à l'œuvre pour animer, je dirais, le cas, parce que antisémitisme, disait M. Butowski, c'est vrai, le cas paradigmatique de la haine bimillénaire portée aux Juifs. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, mais enfin, à cet tour-là, ils sont quand même tout à fait particuliers, parce que c'est une haine qui, au jugement de tous les historiens, favorable aux Juifs ou non, ça n'a aucune importance ici, eh bien, cette haine-là constitue la plus longue haine continue que l'histoire humaine ait pu enregistrer. Il n'y a pas de plus long. Oh, des nations se sont battues, se sont fait la guerre, se sont haïs, détestés, se sont rabibochés, etc. Et la paix est revenue. Les Juifs ont ce très curieux privilège d'être le seul groupe humain qui, depuis 2000 ans et de façon continue, enregistre une animosité qui parfois devient carrément de la haine. Vous savez, je ne suis pas le premier à le dire, loin de là, évidemment. C'est en 1881, Pinsker, vous savez, qui était ce médecin russe, également homme politique d'une certaine façon, il a ajouté encore ceci à ce que je viens de dire moi, c'est que, il a écrit ceci, je le lis, le peuple juif, dit-il, est le peuple élu de la haine universelle. C'est une définition extrêmement juste et malheureusement pertinente. Et donc, il faudrait essayer de comprendre cela, bien entendu, d'autant plus que, vous savez, cette question de la haine est une question qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui, pas seulement à l'égard des Juifs, mais d'une façon plus générale. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, nous vivons dans un bain où de plus en plus, un groupe est poussé à détester l'autre. Avant même de vous en donner juste un aperçu, il me revient une autre réflexion que j'ai relue, que j'ai relue il n'y a pas tellement longtemps. Bernanos, vous savez, le grand écrivain français, vous savez, qui était antisémite, bon, bien sûr, avant la guerre, c'était une opinion, n'est-ce pas, dans les salons de Paris. Moi, je suis communiste, moi, je suis socialiste, moi, je suis antisémite, c'était des opinions. On a vu ce qui est arrivé, bien entendu, durant la guerre et la Shoah, et en 1946,
Bernanos a dit ceci, frémissez si vous voulez. Il a dit ceci. Ah, mon Dieu, oui. Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Wow. Comme si l'antisémitisme, et c'est vrai, était une opinion acceptable avant. Eh bien, effectivement, c'est fini. Et c'est pour vous dire pourquoi je vous cite Bernanos, parce que, effectivement, après 1946, ça ne se portait plus convenablement dans un salon de dire moi je suis antisémite, moi je suis communiste, etc. C'est plus une opinion. Et nous avons vécu pendant très longtemps, pendant 80 ans à peu près, dans l'idée que la chose avait disparu. Non, non, pas du tout. C'est simplement qu'il n'était plus très convenable d'en faire état. Vous comprenez ? Pour gagner un peu de temps, parce que j'ai évidemment l'œil rivé sur mon horloge là, je ne vous dirai pas, mais vous devinez bien dans quel bain d'animosité, à bien des égards, nous vivons aujourd'hui. Et donc, il faut maintenant aborder effectivement les mécanismes. Et vous avez le premier point, haine du différent. Je vais essayer de vous expliquer de quoi il retourne. Eh bien, vous savez, tout commence. Tout le mécanisme commence par la haine du différent. Je vais dire encore une petite chose, effectivement, pour que vous saisissiez bien. Moi, j'utilise souvent, quand j'enseigne, des images. Alors, il y a deux images possibles ici. Ou bien on peut parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'engrenage, de rouage, n'est-ce pas, qui s'entraînent mutuellement. Ce soir, j'emploierai une autre image, mais c'est tout égal. Nous allons plutôt forger ensemble une chaîne, n'est-ce pas, dont chaque maillon est représenté par un des points qui se trouvent là, et nous allons forger ensemble la chaîne infernale de la haine. Comment cette chaîne se forge-t-elle? On va voir. Le premier maillon, et nous en parlons d'abord du premier maillon, c'est un peu long, vous allez voir, tient dans la haine du différent. Alors, vous savez, j'avais annoncé à madame que nous allons parler de nous. On ne va pas dénoncer l'antisémitisme, etc. On va parler de nous. C'est de nous qu'il s'agit, bien entendu. Eh bien, figurez-vous que ce qui est différent, n'est-ce pas, nous inquiète un petit peu, voire nous effraie un petit peu. Pourquoi ce qui est différent nous inquiète-t-il? Mais il nous inquiète tout simplement par sa différence, parce que sa différence nous le rend, cet autre que nous ne connaissons pas vraiment, comme difficilement prévisible. Or, figurez-vous, l'approche d'autrui, quand surtout il nous est inconnu, eh bien, fait toujours un petit peu peur, même d'ailleurs quand on se connaît. Et vous savez, avant de nous livrer à un inconnu, que faisons-nous? Nous essayons de deviner l'autre. Je suis certain que vous, toutes, mesdames, messieurs, vous êtes en train d'essayer de me deviner. Qui laisse monsieur? Qui parle ici? Comment va-t-il parler? Que va-t-il nous dire? Vous essayez de me deviner. Et moi, j'essaie de vous deviner aussi. Qui recevra mon discours d'une façon positive ou négative, ou qui me critiquera? C'est normal. Nous essayons de deviner l'autre. Comment faisons-nous? Ben, c'est banal. Nous essayons de nous donner une idée d'abord de son être au monde. Comment est-il? Alors, nous interprétons sa mimique. Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il a le visage fermé? Comment est-il vêtu? Regardez-moi, j'ai mis aujourd'hui mon beau costume. C'est important, évidemment. Mon beau costume, ma belle cravate, ma belle chemise blanche, que j'ai inaugurée pour vous ce soir. Voilà. Sa propreté, est-il propre? Sa manière de parler, sa gestuelle, son odeur, mais bien sûr, son odeur, évidemment, évidemment. Et la vérité est que nous avons tous un petit peu peur de l'autre. C'est une peur salutaire. Si nous n'avions pas peur l'un de l'autre, cette salle si paisible serait déjà un champ de bataille depuis 5 minutes. Mais bien sûr, alors regardez, moi j'ai un petit peu peur de vous, c'est vrai, je ne vous connais pas, je vous parle là de choses qui vous plairont peut-être pas. Vous avez un petit peu peur de moi, je l'ai dit tout à l'heure, parce que vais-je dire, qui vous blessera peut-être. L'élève a la peur du professeur, il peut le recaler, il peut lui infliger des sanctions. Le citoyen, il a peur du roi. Je vais expliquer à monsieur dans une autre circonstance. En Belgique, nous avons un roi. J'ai eu l'avantage de le rencontrer 5 fois déjà, le roi. C'est un homme charmant, délicat, tout ce que vous voulez. Et j'ai chaque fois peur quand je le rencontre. Parce qu'il représente l'État. Et on ne parle pas à un homme qui représente un État comme je vous parle à vous. J'ai un petit peu peur. Le roi, il a peur du peuple, que le peuple le démette ou le décapite, Louis XVI, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Le citoyen, il a peur de l'agent de police, très peur de l'agent de police, parce que figurez-vous que l'agent de police est le seul qui exerce la violence légitime. Lui peut vous menotter, vous assommer, Bien sûr, le président de la Cour de cassation que vous aurez condamné à la guillotine ne peut pas pousser le bouton de la guillotine. Seul le bourreau peut le faire. Il n'y a que les détenteurs de la violence légitime qui peuvent le faire. Donc l'agent de police nous fait peur. Il peut nous verbaliser aussi si nous brûlons un feu rouge. Les enfants ont peur des parents.
n'est-ce pas? Est-ce que papa va me faire la fessée? Peut-être. Les parents ont peur des enfants. Est-ce que les enfants ne vont pas m'aimer? Ils cesseront de m'aimer, etc. Je termine la liste, juste pour que vous sentiez tous très concernés. Les amoureux, ils ont peur l'un de l'autre. Ils ont très peur l'un de l'autre. Les amoureux ont peur de ce qu'on éprouve la peur, comme on appelle ça, de la crainte révérentielle. C'est la même que nous avons à l'égard de Dieu, pour autant que nous y croyons. Dieu ne fait pas peur, mais nous avons peur de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attendrait de nous. Et notre amoureux ou notre amoureuse, nous avons peur de n'être pas à la hauteur de ses attentes et qu'elle cesse, oui, de nous aimer. Heureusement qu'il y a cette peur, etc., etc. Oui, donc nous avons effectivement cette peur, et cette peur est tout à fait salutaire. Et donc, que faisons-nous? En silence, au fond de nous-mêmes, ou parfois à haute voix. Parfois, nous jugeons. Nous jugeons. Et nous nous demandons, alors s'il vous plaît, je vous annonce la couleur tout de suite, je caricature, ne me prenez pas au premier degré, d'accord? Je caricature. Et nous demandons quoi? Allons-y, allons-y. Eh bien, celui-là qui est si noir, comment peut-on être tellement noir? Et l'autre est jaune, tellement jaune. Il y a peut-être la jaunisse. Et l'autre avec son nez crochu. Comment peut-on avoir un nez crochu comme cela? Ou épaté, il a reçu un coup de poing sur la gueule, c'est un boxeur. Comment cet autre peut-il croire à ces sornettes qui ne sont pas mes sornettes à moi? Hein? Et puis, cet autre qui ne croit en rien, comment peut-il être fanatiquement anti-religieux? Et cet autre, ces autres, 2,5 milliards de chrétiens qui croient que le Messie est déjà advenu en Jésus-Christ. Comment peuvent-ils le croire? Et à l'inverse, comment ces gens-là, si peu nombreux, les Juifs, peuvent-ils croire que, alors que 2,5 milliards de gens pensent que le Messie est arrivé, qu'il n'est toujours pas là? C'est pas normal. Et puis, ces gens-là qui mangent des aliments bizarres pour moi, vous savez, des vers de terre, c'est pas très bon pour la santé. Des chiens. Les Coréens mangent du chien. Nous mangeons du veau. Ils ne mangent pas de veau. Ils mangent du chien. Des insectes, c'est dégoûtant. Et mon voisin, qui fait cette cuisine si puante et qui est un peu anti-Montpellier, qu'est-ce qu'il met dans sa casserole? C'est des gens comment, ces gens-là? Je vais arrêter la caricature, bien entendu, vous voyez, mais j'en ajoute quand même encore une, pour que vous vous sentiez tous vraiment concernés. C'est de nous que je parle, naturellement. Comment celui-là peut-il parler si mal, ma si belle langue, vous savez, avec un accent polonais? Il dit la culotte. Pourquoi il ne sait pas dire culotte? Ah oui, les Polonais n'entendent pas le U. Il dit la culotte. Et cet allemand, pourquoi dit-il madame au lieu de dire madame? Il n'est pas capable de prononcer une dentale, la biodentale. Il est sourd. Et cet autre, qui vit depuis si longtemps avec moi, comment massacre-t-il ma syntaxe? Il n'a toujours pas eu le temps d'apprendre la belle syntaxe de la langue française, par exemple. N'est-ce pas? Et puis, ces autres, on appelle des Juifs, qui mettent de gros chapeaux de fourrure en plein été. Ils ne sont pas fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Et puis, je vais encore ajouter une couche. Et puis j'arrêterai là, je promets. Comment peut-on être si pauvre, si pauvre? Il ne travaille pas. C'est peut-être un alcoolique, ou un drogué, ou un paresseux. Comment peut-on être si riche? Et j'ajoute une troisième couche, si noir et si riche en même temps. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour ça? Et enfin, ces gens-là qui circoncisent leurs enfants, qui leur coupent le zizi, ils coupent pas le zizi comme une petite peau, ils coupent le zizi, ils amputent leurs enfants. Des barbares, des sauvages, oui. Et ces gens qui ne mangent pas de viande saignante, le sang c'est si bon à manger, paraît-il, ils n'en mangent pas. Bon, j'arrête là, ça suffit. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens en réalité de tracer le portrait de qui? De l'étranger, de l'immigrant. C'est de lui que je parle. C'est de lui que nous voyons autour de nous. Nous en faisons peut-être partie aussi. De l'immigrant rejeté parce que différent, donc inquiétant, parce que difficilement prévisible dans sa manière d'être au monde. Nous n'arrivons pas à le cerner comme il faut. Et qui donc, sourdement, mesdames, messieurs, très sourdement, ou beaucoup moins sourdement d'ailleurs, me fait peur. Vous savez,
Je vous ai dit tout à l'heure, je mets toujours ce costume. C'est mon costume de travail, en fait. C'est mon bleu de travail. Voilà. Enfin, je me présente là à vous. Vous voyez, je suis rasé, je suis lavé. Ouais. J'ai un beau costume, une cravate. Vous me faites confiance. Vous rencontreriez l'homme des bois qui sort de la hirsute, sale, puant. Vous ne lui ferez pas confiance. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être le dernier des ignobles, le plus ignoble individu, c'est moi. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Vous avez juste jugé sur l'image et l'impression que ça vous a donné. Et donc, effectivement, ce qui me fait peur, ce qui m'effraie, je rejette. Premier élément, premier maillon de la chaîne qui est en train de se forger. Et voici donc que j'ai forgé effectivement ce premier maillon de la haine. Et je dirais que cette chaîne a une sous-chaîne que je ne vais pas développer ici, juste vous évoquer pour dire que c'est encore plus complexe que ce que je vous dis. C'est qu'effectivement la haine, elle résulte de quoi? D'une autre chaîne qui suit tout juste en dessous, comme dans les tapis naturellement, et qui est celle de la menace sourde ou du sourd danger qui révulse. Vous savez, dans la vie, mais enfin au cinéma aussi, c'est le bâton caché derrière la porte qui grince, on ne voit rien arriver, qui fait très peur. Hitchcock. Ce n'est pas le danger qu'on voit arriver. Et donc, ce qui arrive comme ça sourdement nous fait très peur. Ça donne la révulsion conduit au dégoût. Le dégoût conduit à la détestation conduit à la haine, qui conduit à l'exclusion. Et parfois, ça se résout en persécution. Alors, pour que vous me croyiez, parce que tout ça c'est de la belle théorie, il y a quelques années, j'ai mis la main sur un extrait de procès-verbal d'une session du tribunal, du canton de Zug en Suisse. Il s'était produit quelque chose. En l'occurrence, il s'est fait qu'un Suisse, un habitant de Zug, a rencontré dans son village, joli village suisse, un Tamoul. Un Tamoul, les Tamouls c'est des Indiens, c'est une partie de l'Inde, il y a aussi des Tamouls dans les îles. Il l'a tué. Il l'a assassiné. Un coup de fusil. Et donc il se trouve devant les juges. Et voici, je vous dis, 10 lignes, 15 lignes de dialogue entre cet homme et le juge. Et après ça, je peux tout refermer parce que tout est dedans. Écoutez, s'il vous plaît. Voilà. Le président du tribunal dit ceci. Monsieur, que pensiez-vous quand vous avez rencontré ce Tamoul? Et le gars répond, eh bien, monsieur le président, je pense surtout naturellement encore une de ces têtes d'imbéciles. Le président, les demandeurs d'asile sont faibles et sans droit. Oui, c'était un demandeur d'asile. Ils ont besoin de notre aide et de notre solidarité. Mais, dit l'autre, mais monsieur le président, le demandeur d'asile n'est pas faible. J'en ai déjà vu qui pèse 100 kilos. D'ailleurs, ils pèsent peut-être 50 kilos quand ils arrivent, mais ils s'engraissent très vite jusqu'au double quand ils vivent chez nous. Mais à quoi avez-vous pensé quand vous avez tiré? Ah, nous étions d'avis qu'il faut faire quelque chose. Les demandeurs d'asile sont le problème politique intérieur qui va devenir, monsieur le président, le plus explosif. On ne le réglera pas avec des petits gants de dentelle. Si un Tamoul vient en touriste, alors d'accord, nous faisons aussi du tourisme. Mais quand ce cochon baise en plus une femme suisse de pure race, alors il mérite qu'on lui tire dessus. Un Tamoul ne vient pas du tout en touriste. Ça ne prend pas avec aucun Suisse normal qui pense de façon sensée. Et quand il s'attaque à une Suisse, et c'est vrai aussi pour un mariage tout à fait normal, alors je ne peux pas regretter qu'il se fasse abattre. Le président, mais monsieur, si la femme suisse souhaite cette relation, c'est justement là qu'est le problème, monsieur le président. Si elle ne l'avait pas sous la main, cette poule ne pourrait pas vouloir de lui. Ce qu'on n'a pas sous la main, on ne peut pas épouser. Mais, le président, mais ceux qui ont grandi ici ne sont-ils pas comme nous? Ha ha ha, dit l'autre. Tôt ou tard, le cochon qui sommeille se montre. Le président, il se cache en tout homme. Oui, bien sûr, mais même le cochon qui sommeille a sa propre mentalité. Tout est dit. On va analyser un tout petit peu. Je pourrais passer l'heure à analyser le texte en totalité. Nous allons analyser quelques petits éléments, mais vous avez saisi déjà intuitivement pourquoi je vous ai lu cet extrait extraordinaire de dialogue naturellement. Alors, regardez, qui est au centre de la réflexion, c'est l'étranger. C'est être difficile à prévoir et effrayant donc. Après tout, peut-être aucun habitant du canton de Zug n'a jamais rencontré un Tamoul. Qu'est-ce que c'est qu'un Tamoul? Quelle langue parle-t-il? Bien sûr. Et sa présence est vécue comme quoi? Une invasion. C'est une invasion. Et donc une intrusion. D'où, quoi? Eh bien, le groupe ou l'individu
précepteur, celui qui les reçoit, et qui doit recevoir sa présence, il voit quoi? Il l'a dit, un danger. En danger, pourquoi? Pour sa propre identité. Il met en danger mon identité. Comment mettons le plus en danger l'identité du groupe? C'est en faisant l'amour avec une femme nationale, évidemment, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Et donc, effectivement, ça va jusqu'à l'obsession. Et face à cette obsession, et je le montrerai encore tout à l'heure, s'il vous plaît, toute morale disparaît. Parce que le gars est d'une immoralité absolue dans ses réponses. Mais la moralité disparaît face à l'obsession qu'il a de voir la race, j'ose dire le mot comme ça, la race suisse polluée par le sperme de ce tamoul. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mais bien sûr, évidemment. D'où la violence, naturellement, qui trouve sa justification par, et vous voyez bien que c'est de ça qu'il s'agit, par la rationalisation de l'autodéfense dans laquelle ce genre d'individu s'enferme. Premier exemple, premier cas. Je pourrais vous analyser le texte plus longuement, je ne le ferai pas. Vous voyez, je tourne mes notes, en tout cas mon fil conducteur qui me permet de ne pas trop me perdre, et puis je vois l'heure, donc vous serez frustrés d'un certain nombre de mes réflexions, mais ce n'est pas grave. Et ça nous conduit au deuxième point immédiatement, c'est-à-dire au sentiment d'infériorité. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le deuxième maillon de la chaîne. C'est le deuxième maillon. Et ce maillon apparaît comme ceci. Il apparaît quand, et nous sommes dans le cas bien entendu, où une minorité se trouve reçue au sein d'une majorité frustrée, en difficulté. Alors, comment ça fonctionne? Comme ceci. Vous savez, si un groupe, on va d'abord définir un peu la situation, si un groupe majoritaire se retrouve en souffrance, alors, souffrance, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une crise économique, ça peut être une défaite militaire, ça peut être une invasion, ça peut être une épidémie, on l'a connue. Donc, si un groupe majoritaire se retrouve en souffrance, à un moment donné de son histoire, eh bien, ce groupe va très naturellement essayer de faire quoi? De compenser. De compenser sa situation en contrebalançant sa situation sa situation d'infériorité. Et si ce n'est pas une vraie situation d'infériorité, certainement, son sentiment d'infériorité. Et vous savez que c'est un besoin. C'est un besoin tout à fait naturel et normal parce que les modifications, chers amis, et nous vivons cela, de notre environnement modifient évidemment aussi beaucoup de choses. Et ces modifications de l'environnement, alors que vous compreniez à quoi je fais allusion, regardez, la prospérité des années 60 ou 80 ou 90, où est-elle? On ne sait pas trop. La fin de la vie privée, merci le numérique. Il n'y a plus de vie privée, ne rêvez pas, c'est fini. C'est tout le monde est fini. Il n'y a plus. C'est fini, le monde change. Il y a d'autres formes, bien entendu. Donc, les modifications de l'entourage créent de l'angoisse. De l'angoisse parce qu'effectivement, si je veux garder quand même un petit peu ma vie privée, comment pourrais-je la garder quand le numérique me pourchasse, quand dans la rue il y a des machines qui vont reconnaître mon visage, etc. Ça crée de l'angoisse. Et cette angoisse est de deux natures. Il y a une angoisse, si vous voulez, paranoïaque, on va devoir en parler un tout petit peu, et une angoisse dépressive. Et l'une engendre l'autre. Ça fonctionne comment? Eh bien, vous savez, l'angoisse paranoïaque. Peut-être faut-il rappeler quand même quelque chose, mais tout le monde le sait, mais les vieux profs savent qu'il faut rappeler des choses, c'est que la paranoïa, vous savez, c'est une maladie, c'est une psychose. Je vous dis tout de suite par avance que les psychoses sont incurables. C'est incurable. Non, voilà, c'est incurable. Oui. Alors, les psychoses, et la psychose paranoïaque en particulier, le paranoïaque, il fait quoi dans sa psychose? Il cherche les responsabilités à tous les éléments, tous les malheurs de sa vie, chez l'autre, jamais au fond de lui-même. Et même, il guette en permanence le monde extérieur pour voir si ce monde extérieur ne va pas l'agresser, l'attaquer. C'est systématique. Et donc, il y a cette angoisse paranoïaque qui apparaît, face à l'angoisse, bien entendu, de la situation, des changements, et qui est issue, effectivement, de la crainte que provoque ce brusque changement. Et face à ça, quand nous sommes en proie à ça, même si nous ne sommes pas des paranoïaques, bien sûr, eh bien, on nous posons des questions. Là, regardez le monde, comme il va. Qu'allons-nous devenir maintenant? Qu'allons-nous devenir? Comment allons-nous survivre? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour que ça nous arrive? À cause de qui? De quoi?
Alors c'est la pulsion paranoïaque est là, à cause de l'autre naturellement, bien entendu. Les autres, allez-y pour aujourd'hui, c'est les Russes, c'est les Arabes, c'est les Chinois, c'est les Juifs. Je peux vous en citer un certain nombre, bien entendu, c'est à cause d'eux, évidemment. Et cette angoisse de type paranoïaque, même si nous ne sommes pas paranoïaques vraiment, mais chacun d'entre nous est parfois un petit peu touché par la tentation, de là sort une angoisse dépressive, qui est issue de quoi? Et de cette crainte que cela suscite. Et ça se traduit comment, au fond de nous-mêmes? Bien comme ceci. Puisque les choses sont ainsi que je le dis, que nous le disons, à quoi bon? Il faudra subir. Ah oui, il n'y a rien à faire. Ou peut-être que si. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais quoi? On va faire quelque chose. On va pas se laisser faire comme ça. On va faire quelque chose. Bien sûr. En d'autres termes, on ne va pas rester, si vous voulez, des aquabonistes. À quoi bon? On va faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, pardonnez-moi de jargonner un tout petit peu, le mot est quelque part là, au 2-4, eh bien, on va essayer de rétablir son homéostase, son homéostasis, si vous voulez parler, jargonner en langue plus savante. L'homéostasis, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué. Quand vous avez chaud, vous enlevez vos vêtements. Quand vous avez froid, vous vous couvrez. Quand vous avez soif, vous buvez. Quand vous avez faim, vous mangez. Et en permanence, nous rétablissons notre équilibre, bien entendu. Et ici, il faudra aussi rétablir cet équilibre qui est extrêmement mis en difficulté, naturellement ébranlé. Et comment le faisons-nous? Eh bien, enfin nous, comment fait-on? Comment font-ils, disons-le plutôt comme ça? Eh bien, en proclamant l'autre, les autres, un autre, inférieur à soi, surtout quand cet autre est différent. C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler d'abord du différent. Du différent. Exemple historique, il y en a plein. On va pas prendre des exemples proches, on va prendre des exemples historiques plus éloignés, ça nous met tous à l'aise. La guerre de 14-18. Eh bien, la guerre de 14-18, vous savez que l'Allemagne a perdu la guerre de 14-18, mais en réalité, elle était sur le point de la gagner. Et l'Allemagne devait gagner cette guerre. Militairement, elle était en bonne position. Que s'est-il passé? Souvenez-vous, vous avez lu certainement, on vous a appris ça certainement sur les bancs de l'école ou ailleurs, mais c'est que Ludendorff, lorsqu'il a appris en 1917 que l'armée américaine allait débarquer, il a calculé, il a constaté que si les Américains arrivaient, l'Allemagne ne gagnerait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est adressé aux civils, en l'occurrence aux socialistes, aux libéraux, aux communistes, peut-être il y en avait aussi, en tout cas, un certain nombre de civils dans la société, et les a poussés à signer la paix. Et quand les soldats allemands sont rentrés du front, 11 novembre, la guerre est terminée, ils sont rentrés à la maison, ils croyaient tous, c'est pas une blague s'il vous plaît, que dans leur village, dans leur ville, on les recevrait sous des arcs de triomphe, vous avez gagné. Rien du tout, on a perdu, rentrez maintenant, allez labourer votre champ, vous avez perdu. Dépression profonde, désespoir de ces soldats, ils se sont dit, mais enfin, comment est-il possible que nous ayons subi cela alors que nous étions en train de gagner? Ah, la réponse, on l'a. Nous avons été poignardés dans le dos. C'est ce qu'on appelle en allemand le Dolchstoß, le coup de poignard dans le dos. On nous a poignardés dans le dos. Qui nous a poignardés dans le dos? Mais, évidemment, les socialistes, les démocrates, tous ces gens-là, tous ces civils. Est-ce que vous savez que dans le fameux wagon le nom m'échappe maintenant, de Rotonde, il n'y avait pas un seul militaire. C'était que des civils qui avaient signé la paix. Dans le dos des soldats, c'est vrai. Et donc, c'est le coup de poignard. Et qui nous a donné ce coup de poignard? Eh bien, c'est tous ces communistes, les juifs, parmi lesquels il y avait des juifs. Et les juifs aussi, donc, effectivement, nous ont poignardés. C'est le point de départ de toute cette tragédie que nous connaissons très bien. Donc, ces juifs aussi, qui d'ailleurs, c'était des planqués, c'était faux. Quand on a interrogé les officiers supérieurs prussiens, ils ont tous dit que par rapport à leur nombre, les juifs étaient morts en plus grand nombre sur le champ de bataille que les non-juifs de l'armée allemande. Qu'importe, on a déclaré effectivement que c'était les juifs étaient d'ailleurs des planqués, et comme ce sont des planqués, ce sont des inférieurs, ils ne sont pas courageux, les tziganes et les slaves aussi d'ailleurs, et c'est assez normal de les désigner comme ça, puisqu'ils sont différents. Ils sont différents. C'est bien nos inférieurs. Alors si eux sont inférieurs, nous sommes supérieurs. Et notre angoisse s'en trouve quand même un petit peu épongée. Et l'homéostasie se rétablit plus ou moins.
Et vous avez désormais, mesdames, messieurs, chers amis, les deux premiers maillons, il y en a encore d'autres à votre service. Le premier maillon, haine du différent. Deuxième maillon, considéré comme inférieur, ce qui permet de se sentir moins amoindri. Et ce n'est pas fini, ce n'est que le début de la tragédie. Mais alors, se pose une question. S'il en est comme cela, comment exprimer cette haine du différent qui soulage, c'est ça le but, soulage, pour se sentir supérieur? Eh bien, et c'est le point suivant, en mobilisant, est-ce que j'ai écrit ça? Peut-être, oui, c'est le numéro 3, sentiment d'antagonisme en langage plus savant, en mobilisant contre. Mobilisant contre. Et la mobilisation contre est très, très facile. Très facile. En effet, vous savez, l'expérience de vie de nous tous le montre, il est beaucoup plus facile de mobiliser quelqu'un contre quelqu'un que pour quelqu'un. Toujours. Et il y a des raisons à cela. Et les raisons sont les suivantes. Parce qu'il est plus facile de délivrer des discours de haine efficaces que des discours d'amour efficaces. Et vous me direz pourquoi? Et je vous réponds. Parce que le résultat du discours de haine se manifeste vite, même parfois immédiatement, qui est fondé sur quoi? Sur des peurs, sur les vieux préjugés, sur des fantasmes qui sont fondés sur des ignorances permanentes de l'autre, alors que le discours d'amour, qui n'a pas de référent mobilisateur, comme les préjugés par exemple, n'est-ce pas, eh bien ne produit ses effets qu'à la longue. Vous plantez un arbre, ce sont vos petits-enfants qui mangeront les pommes, évidemment. Et ça ne donne pas, ça demande une longue maturation, la démarche d'amour. Et ça ne donne pas de résultat immédiat. Or ici, on a besoin de résultats immédiats pour être rétabli dans la confiance de soi, dans l'image de soi, etc. Et donc, on a évidemment, et ce discours d'amour, effectivement, devrait avoir... le discours d'amour, raison des préjugés, d'autres fantasmes. Essayez toujours, n'est-ce pas, d'expliquer à quelqu'un, mais oui, mais si tu malgré tes préjugés, tu sais que l'autre est... C'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment, puisque cet autre dont nous parlons est un inconnu. Et l'inconnu nous révulse et nous inquiète. Vous savez, l'autre est un inconnu. Disons quand même 2 mots de cela. C'est tellement vrai que tout ce que nous croyons connaître nous demeure inconnu. Même nos parents nous demeurent inconnus. Réfléchissez une seconde. De vos parents, de nos parents, nous ne connaissons que la moitié de la vie, c'est-à-dire à partir du moment où ils nous ont conçus. Nous ne savons rien d'eux avant notre conception. C'est un monde complètement qui nous est étranger et doit demeurer étranger. J'ouvre une microscopique parenthèse. Ma vie longue et compliquée, de nombreuses circonstances que j'ai rencontrées, m'ont fait rencontrer un couple il y a quelques années, jeune, moderne, et qui avait une fille de 14 ans. Ils se sont dit, on ne va quand même pas laisser permettre que notre fille soit initiée au sexe par un gamin sous une porte cochère. Et ils l'ont permis à cette fille d'assister à leurs ébats dans la chambre à coucher. Voilà. Elle est à l'asile d'aliénés et elle y est toujours. Cette partie de la vie des parents ne concerne pas les enfants et doit rester inconnue. Je vais vous dire même autrement, pour que vous soyez, c'est un cas particulier. Nous sommes tous nés, bien entendu, des rapports sexuels de nos parents. Mais nos parents n'ont jamais fait l'amour. Les parents ont des enfants. Ils ne font pas l'amour. C'est impossible à imaginer, on ne l'imagine pas, c'est étranger à nous, cette activité. Mais ils ont des enfants, mais ils ne font pas l'amour. Et toutes ces dimensions-là de leur vie nous demeurent et demeurera et doit demeurer inconnues. Et donc l'autre, nous ne le connaissons pas. Interdit de la représentation. Interdit de représentation, tout à fait. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est facile, si vous voulez, de mobiliser par le discours de haine pour obtenir des actes de haine contre celui qui est différent et considéré comme inférieur. En effet, réfléchissons encore une seconde à nous-mêmes. Je pose la question, mais c'est évidemment la caricature, ça va de soi, pas tout à fait. On peut se poser la question, mais de quel droit, n'est-ce pas, ce différent, mon inférieur, ose-t-il être plus riche que moi, occuper un meilleur emploi que le mien, vivre dans mon quartier, hein, y crier l'insécurité? Mais de quel droit? D'où, par exemple, n'est-ce pas, ces argumentaires des pogroms anti-juifs, des tsars, mais
pogrom, c'est pogrom, et je veux quand même vous dire pourquoi je parle des tsars ici. Ils sont plus loin de nous que les pogromistes tout proches, et donc c'est plus facile, bien entendu, parce que la technique du pogrom, puisqu'il faut évidemment faire quelque chose, il ne faut pas être aquaboniste, il faut faire quelque chose, évidemment, le pogrom rétablit la confiance de soi. Alors le moujik, là, le pauvre moujik, il n'a pas de patates, il crève de faim. Le tsar, il le sait, mais il n'est pas en mesure de lui fournir des patates. Qu'est-ce qu'il fait le tsar? Eh bien, il dit, mais moujik, tu n'as pas de patates, parce que le juif, il en a, mais les patates qu'il a, c'est tes patates qui t'a volé. Va chez les juifs, tape dessus, assassine quelques juifs, brûle quelques maisons, et tu auras des patates. Et le moujik, il va, il pogromise, si le mot existe, il n'a toujours pas de patates, mais il rentre à la maison, il est content, il a fait quelque chose. Et le tsar est très satisfait, on a fait quelque chose. 3 semaines après, on recommencera ailleurs, parce que les moujiks n'ont toujours pas de patates, bien entendu. Mais on a fait quelque chose. Et ça permet effectivement de dire quelque chose, de faire quelque chose face à des situations désespérées et non résolues, évidemment. Je vais quand même ramener cette question un petit peu plus près de nous, pas tout à fait près de nous. En 1970, d'accord, c'est assez loin, pour qu'on ne commence pas à discuter d'Israël-Gaza, d'accord, bien. Eh bien, j'ai trouvé dans une publication un article où une journaliste dont le nom vous dit peut-être encore quelque chose, en tout cas aux plus jeunes d'entre nous, voilà, Oriana Fallaci. Oui. Et elle avait interrogé Georges Habash. Georges Habash, qui était donc une des figures de proue, si vous voulez, de la FFP. Voilà, c'est ça. Et lui a demandé qu'on mettait des attentats et des prises d'otages, des choses comme ça. Pourquoi il le faisait? Et je vous cite ici, Habash, texto, et vous allez voir que combien, 70, 30, 50 ans après, rien n'a changé. Habash a dit ceci à propos. Mais vous savez, madame, pourquoi nous faisons ça? Je vais vous le dire, c'est pas compliqué. Elle demandait ceci. En quoi est-il, monsieur Habash, héroïque de tuer des vieillards, des enfants, faire sauter des avions et des supérettes? Et Habash a répondu ceci. Mais madame, dans le monde d'aujourd'hui, personne n'est innocent, personne n'est neutre. C'est une forme spéciale de guérilla. L'idée est de choisir des cibles avec un succès assuré à 100%. C'est de la stratégie. Il faut y tuer au risque de devenir inhumain. En d'autres termes, de traiter les gens comme des objets, comme des choses. Il y a 50 ans que ça a été déjà. Rien n'a changé. Et donc, bien entendu, le terroriste d'aujourd'hui, il fait exactement la même chose. Il ne sont pas seulement terroristes auxquels nous pensons tout de suite, il y en a d'autres, des néo-nazis, des skinheads et d'autres, effectivement, violents. D'où, si vous voulez, le troisième maillon déjà de la chaîne. On a affaire ici, bien sûr, à la mobilisation, le troisième maillon, la mobilisation du sentiment d'antagonisme, donc le sentiment de haine. Comment mobiliser? Parce que c'est très bien de le dire en théorie, mais comment faut-il faire? Je vais vous donner la recette. Quand vous serez fini ce soir et vous me quitterez, vous pouvez mettre Paris à feu et à sang. C'est très facile. Hélas, très très facile. Je caricature un peu, j'exagère un peu, mais c'est très facile. Vous ne voyez rien de mystérieux là-dedans. Eh bien, vous savez, au fond de nous tous, je ne demande à personne de lever le doigt, certainement pas, sommeil un petit peu au fond de nous, dans les meilleurs d'entre nous, n'est-ce pas, un sentiment d'un peu d'antagonisme, d'un peu de violence, bien entendu. Il dort profondément parfois, et parfois il reste, mais il est toujours là, et c'est assez facile à mobiliser par un appel, si vous voulez, au sentiment d'antagonisme en éveillant la haine du différent considéré comme inférieur. Vous voyez, la chaîne commence à se forger. Bien. Alors, comment on fait? Techniquement, comment faut-il faire? Je vous explique. Comment on fait? Eh bien, en faisant d'abord, et tout, c'est d'abord verbal, il faut faire porter sur l'autre toutes les responsabilités de tous les malheurs. Verbalement, dans le discours. Et c'est très, très facile parce que, mesdames, messieurs, et certainement très chers amis, beaucoup de gens sont prêts, je dis beaucoup de gens, c'est nous que je parle, mais sont prêts, trop prêts, peu instruits peut-être, ou même très instruits peut-être, oui, j'essaie d'accepter des explications simples, c'est-à-dire simplistes, qui ont l'avantage d'être compréhensibles, donc rassurantes. Ce qui va les conduire à croire qu'en adoptant ces explications simplistes,
Et les solutions primitives qui y sont attachées, eh bien, leurs problèmes se résoudront. Vous me direz, il théorise, pas du tout. Figurez-vous que, juste avant la pandémie, j'ai fait 15 mois à la prison centrale de Belgique, à Lantin. Pas comme prisonnier, rassurez. Non. Mais j'ai fait 15 mois dans un programme de prévention de la radicalisation. Et donc, je me suis trouvé pendant 15 mois face à des tablés d'une vingtaine de ces messieurs. J'étais aussi à la prison des femmes aussi, qui n'ont pas la même opinion que les nôtres, les mêmes opinions que les nôtres, et dont nous ne partageons pas tout à fait les points de vue non plus. Et j'ai essayé de leur parler, de leur expliquer des choses, de voir un petit peu quand même comment il se fait qu'ils se sont trouvés là. Il y a un peu de parano, il y a là-dessous, parce que vous leur parlez. Alors, nous avons une première chose. C'était la première fois de ma vie que j'entrais dans une prison, c'était un peu comme ça, on se dit mais qu'est-ce que je vais rencontrer? Des gens bavants, mais pas du tout. Des gens m'ont demandé, tu es fou complètement d'aller là-bas, mais ils vont te tuer. Mais pas du tout. Les grilles étaient, la porte était fermée, on était tous enfermés dans la même salle. Ils m'auraient tué, qu'est-ce qui serait passé? Pas rien, de toute façon. Bon, mais donc, mais non, mais bien sûr. Donc j'ai fait ça pendant 15 mois, et je leur parlais, ils écoutaient très poliment. Ça entre par ici, ça sort par là, ou alors ça n'entre même pas. Et un jour, un de ces messieurs, je me souviens de toute ma vie, il était à ma gauche, voilà, une grande table à ma gauche, il lève la main, il dit, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Je dis oui. Voilà. Plutôt non, j'aimerais vous dire quelque chose. Je sais maintenant pourquoi nous sommes ici. Je dis, ah bon, expliquez-moi. Il dit, écoutez, c'est parce qu'à l'époque, le Premier ministre belge était Charles Michel. Il occupe une fonction aujourd'hui, vous savez bien. Voilà. Eh bien, je sais pourquoi nous sommes ici. C'est parce que Charles Michel, il est juif. Je dis, ah bon? Ah bon? Et pourquoi était juif? Mais vous savez, dans la cellule, nous avons la télévision. Et je l'ai vu, il est allé une journée dans la synagogue, c'est vrai, j'étais là, et il avait une kippa sur la tête. Quand on a une kippa, on est juif. Et tous les autres disent, oui, il a raison, quand on a une kippa, on est juif. Je dis, écoutez, monsieur. Je dis monsieur à ces gens-là. Il faut dire monsieur, c'est beaucoup mieux. Bien sûr, c'est un monsieur, même s'il a fauté, disons. Hein. Vous savez, dans une mosquée, j'enlève ma chaussure. Dans une église, j'enlève mon chapeau. À la synagogue, je mets ma kippa. Charles Michel est un homme poli, il a mis sa kippa. Non, 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 monsieur, quand on met sa kippa, on est juif. Je dis, écoutez, vous savez quoi? Ça vous rassure de savoir que vous êtes en prison parce que Charles Michel est juif? Alors très bien, pensez-le et soyez heureux. Il a souri aux anges, il avait enfin compris, il a eu l'explication de sa présence. Jusque-là, il pensait que moi je devais être dedans et lui dehors. Maintenant, il a compris pourquoi lui est dedans, au trou, et pas moi. Et je donne cet exemple, il est assez extraordinaire, on n'a pas tous les jours ce genre d'expérience, mais effectivement, nous sommes tous candidats, effectivement, je regarde ma montre, il est 8h30, donc tout va bien. Nous sommes tous candidats à accepter, et assez facilement, je vous en donnerai tout de suite d'autres exemples, plus banaux, plus ordinaires, n'est-ce pas? Des explications simples, mais qui sont d'un simplisme extraordinaire, mais nous en avons besoin, ça nous rassure, enfin une explication à ce que je ne comprends pas. Et on a besoin de cette explication, et d'être rassuré. Exemple, vous savez, avec le métier que j'exerce depuis tant d'années, on a des défauts, je note des bouts de papier, des boîtes à chaussures et autres, je reçois mes petits papiers et je puise là-dedans, donc j'écoute en permanence la radio, la télévision, je note, donc c'est un petit peu de mon petit réservoir que ça vient. Eh bien un jour, on a expliqué à la télévision, je ne sais plus quel homme politique, que la pauvreté disparaîtra quand les chefs d'entreprise gagneront moins. Donc il faut diminuer le salaire ce sont des grands capitaines d'industrie, ça va de soi, ils touchent des salaires indignes, j'en suis d'accord, mais qu'est-ce que vous croyez? Même le salaire d'un chef d'entreprise comme celui-là, par rapport au budget d'un État, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est rien. Vous enlevez la moitié de leur salaire, les pauvres ne vivront pas mieux, pas une seule seconde. Mais c'est heureux d'entendre qu'effectivement, quand les chefs d'entreprise gagneront moins, les pauvres vivront mieux. Ou bien, un autre homme politique avait dit qu'il serait bon que les pères de famille aient plus de congés parentaux, mais ils en auront, les hommes, donc les pères, si l'on renforce la lutte contre la fraude fiscale. Bravo. C'est vrai qu'il faut faire rentrer les impôts, c'est vrai que la société a besoin de ça, et vous croyez que les pères de famille auront plus de congés parentaux parce qu'on aura fait rentrer... Il ne faut pas rigoler, mais ça leur fait plaisir, ça leur permet d'espérer, aux familles aussi. Ou bien, croire que...
vous allez peut-être me censurer, tant pis, mais je vais le dire. Voilà. Croire que les problèmes du changement climatique, qui sont des problèmes sérieux, ces problèmes se résoudront quand, de façon irréaliste, plus jamais personne ne prendra l'avion. Vous croyez cela? Croyez-le si vous voulez, si ça vous rassure, n'est-ce pas? Évidemment que non. Ou bien, je ne sais pas moi, que puis-je vous donner, j'en ai beaucoup là. Ah ben croire, par exemple, croire que les vieux, comme moi, une fois de plus, voilà. Mais c'est pas vrai parce que je continue à enseigner et je prends toujours la place de quelqu'un, c'est vrai. Voilà. Mais croire que si les vieux, comme moi, prennent conscience d'avoir volé sa jeunesse à Greta Thunberg, le monde ira mieux. Alors là, j'arrête une seconde, parce que Greta, je l'aime bien pour la cause qu'elle défend, et je ne l'aime pas comme personne, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que Greta m'a insulté. En effet. Un jour, elle s'est trouvée à l'ONU, à la tribune de l'ONU, en direct. Moi, je regardais à la télévision, dans mon salon, et j'ai vu Greta, face à moi, pardon madame, me pointer du doigt, me disant « Vous m'avez volé ma jeunesse !» Moi, j'ai volé la jeunesse de Greta Thunberg. Alors, c'est grave, c'est grave. Vous savez pourquoi? Parce que, effectivement, il y a des enfants auxquels on vole leur jeunesse. Je vous donne deux exemples, simplement, qui me trottent dans la tête depuis très longtemps. Au Pérou, vous savez, au Pérou, il y a des falaises, au bord de la mer. Dans les falaises, il y a des trous. Les oiseaux viennent nicher là-dedans. Et ils laissent leur merde, le guano. Que font les pauvres paysans, là? Ils prennent des enfants de 3 ans, de 4 ans, qui ont une corde à la ceinture. On les descend le long de la falaise, et à main nue, les enfants ramassent le guano, le remontent, et les parents le vendent comme engrais. À 3-4 ans, ces enfants meurent empoisonnés. Mais ils ont aidé leur famille pendant 3-4 ans à manger. Autre exemple, pas plus grave ni moins grave. Vous vous souvenez certainement des guerres en Afrique centrale. Il y a eu ces régiments d'enfants soldats. Des enfants de 9 ans qui ont donné des mitraillettes avec lesquelles ils ont tué à la va comme je te pousse. La guerre terminée, on leur a enlevé leurs mitraillettes et on les a envoyés à l'école. Est-ce que vous croyez que quand l'instituteur dit tu as fait une faute d'orthographe, va au coin, il ira au coin, il prendra sa machette et il va lui couper la tête? Une génération entière de ces enfants soldats est une génération perdue. Perdue, à jamais. Il n'y a pas moyen de les scolariser. Il n'y a pas moyen de les rattraper. Imaginez un enfant de 9 ans qui, pendant des mois et des semaines et des mois, peut tuer n'importe qui passe devant lui. Ça, c'est des enfants auxquels on a volé leur jeunesse. Pas, excusez-moi, de Mademoiselle Thunberg qui traverse l'océan sur un catamaran de luxe avec des photographes derrière elle. Ça ne va pas. Mais la cause qu'elle défend est bonne. Et ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que la cause est bonne, mais la technique qu'elle emploie peut être employée pour n'importe quoi d'autre. Et on mobilise avec ça facilement. Vous n'imaginez pas quel degré. La preuve, c'est que j'en suis choqué, et encore je vous en parle. Donc je suis touché par le geste de Greta Thunberg. Et c'est ça qui vous dit pourquoi il est tellement facile de mobiliser en donnant des explications faciles et très simples, évidemment. Évidemment. Voilà. Et donc, je vais vous en donner encore d'autres, si vous voulez. Puis j'arrêterai là, si vous voulez, parce que ça suffit comme ça. Eh bien, on a aussi dit, pendant le Covid, voilà, la période de la Covid, voilà, que la mortification, voilà, Ah oui, donc c'est ça. Bon, ce qui est arrivé, évidemment, l'épidémie, eh bien, c'était quoi? Et qu'il fallait se mortifier, c'était la vengeance de la conscience de la nature contre notre monde dégénéré. On a dit ça. Et c'est pour ça que l'épidémie nous a atteints. Alors, bon, d'accord, je suis coupable, je vais mortifier, n'est-ce pas? Voilà, je vais taper ma coupe, voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu le Covid. Parce que je participe à un monde dégénéré. Bravo. Et la nature s'est vengée. Comme s'il avait une conscience de cette nature-là. Et donc, ça suffira peut-être, mais vous aurez compris, s'il vous plaît, que ce sont des excitations à la haine, même si c'est pour de bonnes causes, ça va de soi, bien sûr. Et la technique, elle marche. Elle fonctionne à plein rendement. Il suffit de faire quelques discours comme ça pour faire descendre dans la rue des milliers et des millions de gens. Et on peut raconter beaucoup de choses, et j'arrête là parce que ça suffira comme ça. Sauf peut-être, pour revenir au sujet principal qui nous toucherait quand même tous, c'est évidemment qu'en 1938-39, on peut le voir encore au cinéma, à la télévision, dans les films qu'on a fait de l'époque, le grand congrès nazi de 1938-39. Vous savez quel était le bandeau qui était comme ça, dans le fond de la salle? Die Juden sind unser Unglück.
Les Juifs sont notre malheur. Alors, l'Allemagne était dans une situation désespérée, ça va de soi. La conférence de Versailles, n'est-ce pas, avait imposé à l'Allemagne des dommages de guerre insupportables. La pauvreté régnait, c'est vrai, mais ce n'est pas ça que le bandeau disait. Le bandeau disait, Allemands, enfin comprenez pourquoi vous êtes si malheureux. Die Juden sind uns, c'est les Juifs qui sont notre malheur. Explication, c'est la nature que je vous évoque, bien entendu. Et donc, on a, s'il vous plaît, on va un peu retourner à l'école primaire, voilà, répéter un petit peu, la chaîne infernale se forge. Et je vous la récite de nouveau. Il s'agit de, il n'est pas achevé, la mobilisation contre une minorité dite inférieure, parenthèse, peut-être supérieure, et c'est plus grave encore, parce que les supérieurs sont plus redoutables que les inférieurs. C'est tout pareil. Donc, la mobilisation contre une minorité dite inférieure, présentée ou ressentie comme menaçante, parce que différente, donc insaisissable, difficile à saisir, et considérée comme responsable de tous les malheurs de la majorité. Et la chaîne n'est pas terminée. Bon, mais il y a un problème. Il y a un problème dans tout ce que je viens de raconter. Vous le saurez dans 20 secondes. C'est que la plupart des gens que j'ai dénoncés comme cela, et c'est nous que j'ai dénoncés, bien entendu, vous l'aurez compris, ont une conscience morale et un sens de la réalité observable, et ils savent que ces discours tournent plus ou moins à faux. Même s'ils sont prêts à les croire, même si ça leur fait plaisir de les croire, tout le monde sait quand même, on n'a pas besoin d'un prof ici, n'est-ce pas, savoir que ça ne marche pas très bien, c'est agréable à entendre et à croire, mais quand même. Et donc... Il y a un filtre alors. Oui, bien sûr, mais il y a un filtre, effectivement, parce que c'est bon de le croire, mais on sait en même temps que c'est pas tout à fait ça. Et donc, les gens, ces gens, mais c'est nous encore une fois, s'ils n'agissaient pas sur eux-mêmes, s'ils ne travaillaient pas sur eux-mêmes, si on ne les aidait pas à agir sur eux-mêmes, eh bien, ils auraient des remords. Des remords. Des remords à quoi? À s'attaquer à autrui. Et donc, il faut, c'est pour ça que je vous donne la recette, à ce stade-là, détruire le remords. Si vous n'avez pas détruit le remords, ça ne marchera pas. Le remords. Et Paris ne brûlera pas. Il faut, voilà, le remords. Alors, si le remords est supprimé, à ce moment-là, l'agresseur, et je vous dirai tout de suite comment il faut faire, hein, voilà, l'agresseur peut accomplir ses actes de violence, s'il vous plaît, sans ressentir de l'empathie ou de la compassion envers sa victime. Il faut d'abord détruire le sentiment de remords. C'est ce que, et je reviens au propos de tout à l'heure, ce que les Einsatzgruppen ont subi avant d'aller faire leur travail, on appelle ça un travail. Vous savez, ces gens-là, on les a un peu drogués, on les a enivrés de schnapps, jusqu'à l'ivresse quasiment, et puis ils sont allés tuer. C'était des planqués, pour une bonne part, ils n'étaient pas sur le front, donc on a retrouvé vivants beaucoup après la guerre, on les a interrogés, on leur a demandé, ces gens qui sont revenus à la maison, qui faisaient l'amour à leurs femmes, qui faisaient des enfants, qui caressaient leurs chiens, etc., comment avez-vous pu faire ça? Et unanimement, avec des mots différents, mais c'était tout pareil, ils ont répondu, mais vous savez, quand nous faisions ça, nous n'avions pas l'impression de tuer des humains, nous tuions des insectes ou des rats à apparence humaine. C'est tout. On les avait exercés à ça pendant 10 ans. Et vous vous souvenez certainement, on l'a vu combien de fois dans des documents à la télévision ou ailleurs, Ewige Jude, le Juif éternel, ce film où, génial d'ailleurs sur la mise en scène, on mettait en scène des malheureux Juifs se pressant dans les rues du ghetto, et dans la séquence suivante, immédiatement, des rats courant dans les égouts. Les Juifs des rats. Mais c'est un travail qui a été fait très intelligemment. Et quand ces gens-là sont arrivés à ça, ils disent, non, croyez bien, nous n'avons pas d'empathie, du tout. C'était des rats à apparence humaine que nous tuions. Après, on s'est réveillés. Mais pas maintenant, pas à ce moment-là. Voilà. Et donc, effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que Rabach avait dit, dans la citation que je vous ai faite, que bien entendu, le comportement est tout à fait animal, mais c'est comme ça. Alors comment faire? Comment il faut faire pour y arriver? Si je vous dis tout ça, c'est pour nous apprendre à contrer la chose, évidemment. Pas pour que vous alliez, ça va de soi, bien sûr. Eh bien, il faut pour ça d'abord mettre en œuvre 3 mécanismes. 3 mécanismes de type, pardon de jargonner, cognitif, qui permettront d'obtenir la déculpabilisation nécessaire, sinon ça ne marchera pas. Comment
procède-t-on à la déculpabilisation, donc à la suppression de l'empathie, donc du remords qui pourrait suivre. Eh bien, il y a 3 étapes. La première étape, c'est qu'il faut justifier son acte d'agression par la construction de prétextes qui, eux, vont légitimer la violence. Je n'invente rien. Il y a 1 an et demi maintenant, ou 2, que la Russie attaque la Pologne, l'Ukraine. Oui, mais les frontières, vous savez. Mais une fois c'était la Pologne, une fois c'était l'Ukraine. Et qu'est-ce que le brave Poutine a dit? Qu'il allait exercer en Ukraine une opération de police pour dénazifier Alors, ce qu'il a dit n'était pas tout à fait sans fondement, mais pas tout à fait, mais. Alors, on va dire le mais. Le mais. Ben, on ne l'acceptera pas, mais on dira comme ça. Eh bien, c'est que tout le monde sait bien qu'en 1940, ces fameux. L'invasion allemande est arrivée, les Einsatzgruppen aussi. Alors, je vais être très prudent. À une partie de la population ukrainienne, pas la totalité de l'Ukraine, a reçu l'armée allemande avec des applaudissements et des bouquets de fleurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là, effectivement, quelques années avant, vers les années 35, avaient subi une famine épouvantable organisée par Staline et il y a eu 5 millions de morts de faim. Et ils se sont dit, ces Allemands-là vont enfin nous libérer de l'oppression stalinienne. Bon, et donc ils ont aidé, ils ont reçu les Allemands, ils les ont aidés, et beaucoup d'entre eux ont aidé effectivement au ramassage des Juifs et à ce que nous savons. C'est vrai. Maintenant, de là, doit-on dire que la 3e génération depuis ce temps-là est toujours la même? C'est plus discutable. Et en tout cas, que m'importe, ce n'est pas ce que nous allons discuter maintenant, mais il se fait évidemment que Poutine avait besoin d'un prétexte. Et le prétexte, il l'avait. Je vais dénazifier cette Ukraine, sous le souvenir de cette chose-là, qui faisait que cette Ukraine, dans sa totalité, était un empire nazi. Donc, première chose, effectivement, pourquoi dire ça? Parce que ça légitime la violence. Légitimation de la violence. Deuxième étape de la destruction, de la démolition, de l'amoindrissement, appelez-le comme vous voulez, de l'empathie, eh bien, il faut savoir comment il faut faire. Comment il faut faire? Eh bien, on le fait dans le discours en rendant responsable la victime des violences qu'elle-même, la victime, subit. Et nous avons eu, alors je ne ferai pas beaucoup d'allusions à Gaza, mais vous avez entendu, n'est-ce pas? Les Gazaouis ont subi cette violence, mais naturellement c'est la violence israélienne qui a, antérieure d'ailleurs au 7 octobre, qui a fait que, donc la technique consiste à rendre responsable la victime des violences qu'elle-même subit, bien sûr. Hitler, qui était passé maître dans là-dedans, le fameux discours au Reichstag, qu'est-ce qu'il a dit? Je le cite exactement, il disait ceci: si les Juifs, en hurlant, si les Juifs provoquent encore une fois la guerre, ce sera l'os rotombe de la juiverie mondiale, l'anéantissement de la juiverie mondiale. C'est l'Allemagne qui, en première guerre mondiale, seconde guerre mondiale, avait provoqué la guerre, et Hitler dit, si les Juifs provoquent une nouvelle fois la guerre, voyez ce qui va leur arriver. Donc la technique, elle est banale, elle est connue. Il s'agit de rendre la victime elle-même coupable de la faute dont on se rend coupable soi-même. Et je vais vous clarifier ici maintenant, si vous voulez, un bout de phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu à dessein, par rapport à ça. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, oui, jamais, je le dis moi, croyez-moi si vous voulez ou non, jamais l'Europe ne pardonnera aux Juifs l'Holocauste. Jamais. L'Europe, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'évocation de la Shoah culpabilise. Et alors, ça culpabilise. Alors, vous me direz que ceux qui ont commis la Shoah sont morts, ils sont partis, ils ne sont plus là. Ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants. On ne peut pas les accuser, évidemment, pour leurs parents. C'est pas eux qu'il faut accuser. Mais c'est l'Europe, la culture européenne dont nous faisons partie, qui est effectivement la civilisation européenne, celle de Goethe, de Heine, de Bach, de Mozart, de Beethoven, la fine fleur de la culture européenne qui a fait ça. Ce n'est pas les givarons coupeurs de tête dont se paraît-il la culture, c'est même pas vrai, n'est-ce pas? Alors on dit, ah oui, les givarons coupent les têtes, c'est ça leur culture. Goethe, Heine, Bach, Beethoven, Fichte, Heidegger, qu'est-ce que je sais, Heidegger, c'est peut-être pas une bonne citation. Voilà. Il aurait pu, mais ce n'était pas le cas, justement. Vous comprenez? Eh bien, effectivement... comment? Oui, bien sûr, voilà. Et donc, de là l'idée, évidemment, de voir les Juifs comme haineux rend la vie plus facile et soulage de leur culpabilité les vrais fautifs. C'est évident.
Et donc c'est pour ça que l'Europe ne pardonnera jamais aux Juifs d'avoir subi, les Juifs, eux, l'Holocauste. Et donc c'est vous dire aussi qu'il n'y a pas grand chose à faire par rapport à ce que nous analysons ici, mais il faut aller jusqu'au bout des engrenages. Enfin, troisième technique, troisième élément de la mécanique, il faut victimiser l'agresseur. C'est la victimisation de l'agresseur, lui-même, victime prétendue ou supposée de sa propre victime. Et encore une fois, Hitler, qui était artiste, tiens, donc, justement, il a mieux fait d'être artiste peintre, dans ce domaine-là, il a dit ceci, je le cite encore, texto, le juif n'est pas la victime, mais il est l'agresseur. C'était clair, évident. Et c'est rien d'extraordinaire, ça prend place comme ça dans mon puzzle, là, à la place où il faut. Ce qui signifie donc, si vous voulez, que l'agresseur se construit en fait, mentalement, une représentation de la réalité qui le conduit à commettre ces actes de violence sans remords et en tirant, c'est le terme suivant, du plaisir. On va parler de plaisir maintenant. Du plaisir, ce qui fait que l'agresseur, en ayant du plaisir, limite ainsi très très fort les effets sur lui-même de ses propres actes de violence. Alors, exemple, bien sûr, le plaisir. Pourquoi parler de plaisir? Eh bien, on va descendre un petit peu dans les marécages de nos consciences, hein, bien sûr. Eh bien, il y a plusieurs plaisirs naturellement et qui interagissent dans ce domaine-là. Il y a d'abord le plaisir de la haine. Mais oui, c'est un plaisir bien connu, que personne ne lève la main, personne n'opine, s'il vous plaît, restez gentiment à l'intérieur de votre propre conscience, n'est-ce pas, s'il vous plaît? Eh bien, effectivement, il y a du plaisir naturellement à haïr, parfois, un peu quand même. En quoi cela se manifeste-t-il? Eh bien, le plaisir, par exemple, de se rendre justice à soi-même. Je n'ai pas besoin de juge, moi je le ferai. Ou bien de condamner l'autre. C'est très agréable de condamner l'autre. Ça, moi, ça me monte, lui, ça le descend. De partager, s'il vous plaît, des haines avec d'autres. J'entends bien, il y a des haines justifiées. La haine du nazi et évidemment du SS, je n'en parle pas. Mais les haines ordinaires, c'est très agréable de les partager. Ce qui fait quoi? Ça produit, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, il y a quelques secondes, un sentiment de supériorité très agréable et le sentiment d'être quelqu'un qui est droit et qui sait punir et qui sait sanctionner, qui ne reste pas impassible devant la faute. C'est très bien, c'est très bon pour le moi, évidemment. Et donc punir, et oui, et alors, c'est comme ça, je le dis, puis on ne va pas faire l'analyse s'il vous plaît, punir fait plaisir, et si vous ne me croyez pas, vous lisez le célèbre article de Freud, n'est-ce pas, on bat un enfant, dans lequel il a expliqué dans tous les détails pourquoi donner des fessées et autres enfants, ça fait plaisir. Ouais, voilà. Si. Voilà. Et donc, il n'est pas normal que des juges aujourd'hui commencent à s'y intéresser, il a fallu longtemps, hein, effectivement. Et donc, punir fait plaisir. Je ne parle pas, évidemment, et ça, c'est juste pour l'évocation, on n'en dira rien, les plaisirs sadomasochistes et autres, qui existent, évidemment. Il faut être un grand naïf pour dire le contraire, ça va de soi. Deuxième plaisir, c'est le plaisir de la tradition. La tradition. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez, et on va parler un peu des Juifs quand même, eh bien, à travers les siècles, les Juifs a été formaté dans les mentalités comme haïssable pendant 2000 ans, détestable, méprisable, dangereux, trop intelligent. Je n'aime pas quand on dit les Juifs sont plus intelligents, ou sont les plus intelligents. C'est pas un compliment. Pourvoyeurs de mal, parce que plus ils sont intelligents, plus ils sont grands et forts pourvoyeurs de mal, justement. Ils savent comment il faut faire, évidemment. Ils ne sont pas les seuls. Les Africains, on a les mêmes idées. Les Arabes, on a tout formaté déjà dans nos têtes depuis longtemps. Et aujourd'hui, évidemment, c'est très réconfortant de faire appel, enfin dans le cas particulier, de faire, appel au creuset de cette tradition et d'y couler le juif, l'arabe, l'africain. Je sais, j'ai appris, j'ai lu, dans un préjugé, ça s'y trouve, voilà, et donc je sais où il faut puiser le savoir sur ces choses-là. C'est réconfortant, n'est-ce pas? Oui. Troisième élément, c'est le plaisir de la pureté morale. Ah oui. C'est le désir, mesdames, messieurs,
d'être moralement pur, c'est bien. Méfiez-vous des purs, de ceux qui se disent purs, sont les plus dangereux. Mais la pulsion existe, le besoin existe, d'être moralement pur, c'est-à-dire d'être visiblement, tout seul dans votre chambre à coucher, ça ne sert à rien. Mais en public, devant les autres, d'être visiblement reconnu comme une personne moralement pure, c'est important parce que c'est gratifiant. Ça vous donne un statut, ça renforce votre situation, ça renforce l'idée que les positifs que les autres ont de vous. C'est ce que, et je brasse de nouveau extrêmement large, donc personne n'est concerné, ici ça va de soi, ou tout le monde, comme vous l'entendrez, beaucoup d'antisémites, mais ici c'est pas le cas parce que nous ne sommes pas dans ce même endroit, dans le bon endroit pour ça, mais beaucoup d'antisémites d'extrême gauche ou d'extrême droite, d'ailleurs, n'est-ce pas, sont très bien de leur discours parce que ça fait d'eux des gens qui se croient reconnus, qui veulent être reconnus parmi les purs, ceux qui pensent avec pureté, droiture, voilà, effectivement. Et ce n'est pas par hasard non plus, évidemment que la plupart du temps, c'est des gens qui recherchent cela, s'attaquent aux juifs, parce que l'histoire juive et toute la complexité de l'être au monde juif est telle que c'est une palette dans laquelle on peut piquer n'importe où, et ça marche toujours, il y a toujours quelque chose à repérer et à, évidemment, détester. La haine de l'État d'Israël est typique de ça, évidemment, d'en faire un État colonial, d'apartheid et tout ce que vous voulez, c'est facile, bien sûr, de présenter à bon compte, comme il est très facile, c'est un grand sujet, donc je passe rapidement dessus, parce que ça risque de mettre mal à l'aise certains, peut-être, même dans le monde juif, bien entendu, mais tout de même, il faut quand même juste l'évoquer au moins, ça permet de se présenter soi, à bon compte, comme anticolonialiste, opposé à l'apartheid, ce sont des qualités, c'est vrai, et de recueillir les bravos. Hein, c'est un bon anticolonialiste, c'est un bon anti-apartheid. Même si c'est très bien d'être contre l'apartheid, même si c'est très bien d'être contre la colonisation. Et c'est bien d'être reconnu comme tel, n'est-ce pas, sans s'interroger néanmoins sur ce qu'est le vrai apartheid et sans s'interroger vraiment sur ce qu'est le vrai colonialisme. Ce sont des mots, des concepts dont on joue. On ferait beaucoup mieux d'abord de comprendre ce que c'est et de voir si c'est applicable ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est une autre histoire. Voilà. Et donc, il y a tout ça. Alors, bien. Non, pas bien. Pas bien du tout. Puisque maintenant, on est immunisé contre les reproches de sa conscience. On peut agir. On va agir. On va passer à l'action. Ah oui, bien sûr. On va passer à l'action. Comment va-t-on passer à l'action? Eh bien, par la violence. Deux types de violence. La violence verbale et la violence physique. La seconde étant souvent la conséquence de la première. Et cette violence physique conduit à la destruction. Alors pourquoi? Eh bien, je vous le dis tout de suite, parce que c'est efficace. La violence est efficace dans la mesure où cette violence, je l'avais dit tout à l'heure, mais j'y reviens, les maillons de la chaîne se tiennent, évidemment, parce que la violence pratiquée soulage tout de suite, parce qu'elle conduit à un résultat immédiat. Exemple, encore une fois que vous ne disiez pas, il théorise. Descendons au ras des pâquerettes des conflits conjugaux que nous avons parfois dans la vie. Monsieur et madame se disputent. Et ils se disputent tellement que finalement on n'en arrive plus. Madame prend une assiette, c'est pas seulement au cinéma, et casse une assiette. Elle a fait quelque chose. C'est ce fameux quelque chose de tout à l'heure. Casser l'assiette n'a rien résolu de son conflit avec son homme. Mais elle a cassé une assiette. Voilà. On ne voit pas ça qu'au cinéma. Voilà. Et donc, effectivement, c'est le résultat immédiat obtenu, puisqu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose de ce partenaire, l'homme ou la femme, qui reste buté. Voilà. Ou bien, toujours dans nos vies ordinaires de tous les jours, frapper le voisin qui vous excède à cause du bruit, à cause de son chien qui aboie, ou bien frapper, n'est-ce pas, contre le mur, parce que la télévision du voisin marche trop fort. Alors vous avez fait un trou dans votre mur, et la télévision de l'autre, ça continuera à hurler. Mais vous avez fait quelque chose, et vous avez envoyé un signal. Alors, je jargonne dans mon métier, pardonnez-moi, je suis philologue, je suis linguiste en fait de formation. C'est une métonymie du signe pour la chose signifiée. J'ouvre une petite parenthèse pour qu'on comprenne quand même le mot. La métonymie, c'est pas un mot mystérieux, c'est un mot un peu savant. Voilà. Alors, voilà, regardez, voilà.
supposons que je suis en verre, c'est plus facile. Je dis, je bois un verre de thé. C'est pas le, je bois un verre. Venez boire un verre avec moi. C'est pas le verre que je bois, c'est son contenu. Donc la métonymie, c'est un mot pour un autre, n'est-ce pas? Quand je dis j'ai un toit, alors c'est pas, je suis pas Hercule, je tiens un toit. J'ai une maison qui a un toit, la partie pour le tout. Et nous parlons en réalité en permanence comme ça. La métonymisation, chers amis, est indispensable. S'il n'y a pas de métonymisation, il y a uniquement la violence. Exemple. Et puis je reviens à mon propos tout de suite. Mais que vous compreniez qu'on est dans le vrai. Quand j'ai devant moi 500 étudiants, j'entre dans la salle de cours. Ils sont bruyants parce qu'ils attendent le prof. Je dois avoir le silence. Si je leur dis taisez-vous, je suis fichu. Parce que je leur dis ça à haute voix. Taisez-vous, 2 fois même. Et ils ont tout de suite compris que les plus forts c'est eux et pas moi. Donc ne fais jamais ça. Je fais simplement ceci. Comme ça, tout doucement, comme ça. La salle se tait immédiatement. Le message est arrivé. Il frappe. C'est-à-dire métonymie du signe pour la chose signifiée. Alors traduisons, si nous étions dans les cavernes, s'il était le chef de la tribu, il me casserait la gueule avec son... Mais si, avec sa massue, pour que je n'ai plus de gueule et que je me taise parce que c'est lui qui veut parler. Et le message est passé. Frappé. Vous comprenez? La métonymie est indispensable. Si nous ne métonymisions pas, c'est la... Vous savez, la métonymie, pardon, la deuxième parenthèse, la métonymie est la signature de la civilisation. L'homme primitif casse la gueule de l'autre, l'homme civilisé dit qu'il va casser la gueule en envoyant le signal qu'il cassera la gueule, mais ne le fait pas. Et c'est ça la civilisation. C'est ça ce que servent les diplomates, etc. Vous comprenez? Alors, donc, effectivement, on y vient maintenant au sujet. Donc, la violence verbale ou physique, bien entendu. Alors, je dis que c'est très efficace, évidemment, parce que le résultat est immédiat, naturellement. Casser le vase, je vais donner, ou le voisin, machin, je prends des exemples ici. Oui, des exemples que nous vivons régulièrement à Bruxelles, à Paris, ou n'importe où. Quand il y a des manifestations, eh bien, les voitures d'anonymes qui ont laissé leur voiture au bord du trottoir sont brûlées par des gens qui ne savent pas. Ils les brûlent, ils les détruisent. Alors, on détruit. Et alors, ça change quelque chose? Mais oui, bien sûr. Ceux qui étaient dans la manif ont fait quelque chose. Ils ont manifesté, ils ont montré leur violence qu'ils n'ont pas exercée sur des gens, ils ont exercée sur des objets, possédés par des gens qui ont peut-être les moyens d'acheter une voiture qu'eux n'ont pas. Nous, on a détruit donc d'une certaine façon, en s'en prenant au bien de l'autre que je ne connais même pas, la personne, d'une certaine façon, on lui a fait un mal. On l'aurait même peut-être tué s'il avait été là. On l'aurait peut-être même brûlé dans sa voiture. Dans la vie, on rencontre des gens. J'ai rencontré un jour un monsieur, je ne sais pas pourquoi il avait un revolver. Et il voulait garer sa voiture. Quelqu'un lui a piqué sa place, il a sauté son revolver, il l'a tué. Il est en prison. Mais, sur le moment, il était heureux, satisfait, il s'était rendu justice et il a tué ce gars qui lui a piqué, volé sa place. Mais oui, et ça marche. Et il était content, à ce moment-là. Exemple plus intéressant, c'est pour ça que je vous ai parlé de métonymie. Dans ces manifestations, très souvent on voit quelque chose d'étrange, c'est que ces manifestants, qui n'appartiennent même pas au groupe des manifestants, souvent ce sont les casseurs qui sont tout autour, brûlent les distributeurs de billets de banque. Pourquoi? Parce que le distributeur de billets de banque est une métonymie de métonymie de métonymie. Bien sûr. Alors allons-y. La banque, c'est le lieu où se trouve déposée la puissance financière des gens. Métonymie de l'endroit pour ce qui s'y trouve. Le distributeur de billets de banque est une partie du tout. J'ai un toit, c'est une partie du tout. Je peux aussi détruire, sinon je ne brûle pas toute la banque, je brûle en tout cas cette partie du tout. Et cette partie du tout lâche ou distribue des billets de banque qui est le résultat de la cause étant le mécanisme qui vous distribue la chose. Et donc en brûlant les billets de banque, j'ai en fait brûlé ces misérables millionnaires, ces riches qui déposent leur argent là-bas. Et c'est très, très, très gratifiant. On est très, très heureux d'avoir fait ça. Voilà. Et on a fait effectivement quelque chose et on a envoyé un message que chacun devrait comprendre. Et on s'étonne d'ailleurs que les gens ne comprennent pas pourquoi ça se passe.
Et donc ici, s'il vous plaît, le soulagement est immédiat, alors que, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, la construction, elle est extrêmement lente. Et pourquoi le soulagement est immédiat? Nous allons être un peu physiologique. C'est parce que ces situations-là, mais oui, provoquent des décharges de dopamine. Il n'y a pas que la dopamine. Il y a la dopamine, il y a l'endorphine, il y a l'ocytocine, il y a la sérotonine. Et nous recevons à l'intérieur de nous, dans ces situations-là, des décharges. Or, la dopamine, vous savez, elle passe par, effectivement, c'est l'hormone de la récompense, et elle passe par les circuits de la récompense. Et on se sent bien. Ah oui, on se sent très bien. Grâce à ces décharges. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que des manifestations, légitimes ou non, sont souvent encadrées de casseurs qui arrivent de loin. Pourquoi croyez-vous? Ce sont des gens qui viennent se droguer à la dopamine. Comment le font-ils, d'ailleurs? Lorsqu'il y a des barrages de policiers, ils s'attaquent aux policiers. Et ils savent bien que les policiers, avec leur matraque, leur cuirasse, leur bouclier, vont les attaquer. Ça ne fait rien. Ils viennent pour que la situation se déclenche, ce qui déclenche la décharge de dopamine. Et nous sommes récompensés d'avoir fait ça. Donc on se sent mieux. Vous me regardez étonné, mais c'est de nous que je parle, pas d'autre chose, évidemment. Et donc, on voit que la construction, la collaboration, ne donne pas de décharge de dopamine. C'est pas là que ça vient, évidemment. Ce sont les scènes de violence et de saccage et de pillage qui donnent ça, et évidemment. Et je me suis un peu censuré, je vais le dire quand même, on a quand même, parce que j'ai dit que je n'en parlerai pas de Hamas et compagnie, donc juste un mot comme ça, et puis c'est tout, mais on a quand même pu observer, après, quand on a vu les enregistrements et autres, que certains de ces voyous, pour ne pas dire autre chose, manifestaient un plaisir visible à faire ce qu'ils leur ont fait. Et c'est ça. Il y a une dimension physiologique profonde. Oui, mais provoquée, là. Ils étaient drogués, ils étaient... Mais je l'entends bien. Voilà. Je l'entends bien. Mais c'est un peu compliqué, là. Vous mettez sur le même plan. non, c'est très compliqué, évidemment. On entend bien. Mais il y a du plaisir. Il y avait du plaisir affiché, évident chez certains d'entre eux, en tout cas. Voilà. Et donc, on a maintenant quoi? Résumons, on n'a pas fini. La chaîne attend encore quelques maillons. On a donc la mobilisation contre un voisin, souvent minoritaire. Alors, c'est les expressions mort aux juifs, mort aux arabes, mort aux nègres, mort aux noirs, tout ce que vous voulez. Donc, la mobilisation contre un voisin, souvent minoritaire, dit inférieur, parce que différent, considéré comme responsable de tous les malheurs de la nation, laquelle nation soulagera rapidement sa frustration en détruisant ce voisin et en tirera du plaisir, notamment, c'est la Ausrottung der Juden, comme disait Hitler, la destruction des Juifs. Bon, mais encore une fois, c'est pas très bon, parce que une autre question se pose ici. Mais qui est donc ce voisin qui pourrait être l'objet de ces attaques? Eh bien, la plupart du temps, c'est un voisin pacifique, non violent, pas toujours, mais très souvent. Mais il sera très facilement, bien entendu, ce voisin visé et attaqué parce que quoi? L'opération se déroule en groupe. En groupe, on s'encourage mutuellement. Et on se sent, non, on ne se sent pas, on est plus fort. Exemple, beaucoup d'entre vous conduisent. Souvenez-vous, quand vous avez reçu juste votre permis de conduire, vous avez juste un permis de tuer, pas plus. Parce qu'il faut avoir fait 1000 km au moins pour cesser de conduire la voiture simplement en tournant le volant et en changeant de vitesse, pour faire corps avec la voiture. Quand vous faites corps avec votre voiture, vous êtes la voiture. Et le demi-cheval vapeur que vous êtes devient 200 cheval vapeur. Et vous avez 200 cheval vapeur de puissance. C'est pour ça que vous voyez dans les rues, chez nous en Belgique, mais ailleurs aussi, des jeunes gens qui font des rodéos de voitures dans les rues, en tuant même des gens. C'est pour devenir Superman. Et ils ne font pas comme Superman, ils sont Superman pendant qu'ils se font corps avec leur voiture. Ils ont 200 chevaux vapeur de puissance. Et donc, faire corps avec donne de la puissance. Quand vous êtes dans une foule, souvenez-vous ici en France, ça a commencé, puis ailleurs, les gilets jaunes. C'était des petites madames, gentillettes, n'est-ce pas, qui protestaient contre le prix de l'essence. Vous les mettez tous ensemble,
c'est plus la petite madame. La petite madame a la puissance des 3000 personnes ou des 5000 personnes qui sont là. Et donc, ces événements, ces choses-là se passent en groupe parce que le groupe donne une super puissance à l'individu que normalement l'individu n'a pas, évidemment. Donc, il faut opérer en groupe. Et d'où, évidemment, toutes ces scènes qu'on voit à la télévision, dans les journaux, partout, des scènes d'incendie, de centres d'accueil de réfugiés, de mobilier urbain démoli rapidement, toujours à plusieurs, en groupe, et de récompense, moi je crois à la récompense hormonale de la dopamine, en tout cas du soulagement, certainement, que l'on en obtient facilement. Bien, mais alors, comment s'attaquer à ce voisin, hier encore, si toléré, et peut-être même apprécié? Comment le faire? Eh bien, c'est grâce à la mise en œuvre, et je vais encore jargonner, et c'est pas pour rien que je vous ai parlé de la métonymie, de sa cousine, qu'on appelle la synecdoque. Je vais vous expliquer. Alors, on ne va pas entrer dans le détail, ça c'est mon métier, la différence entre la métonymie et la synecdoque. Ce sont des figures de pensée qui deviennent des figures de mots qui se ressemblent très fort. Donc, vous me pardonnez de ne pas entrer dans le détail, ce n'est pas nécessaire. Mais la synecdoque, elle existe, nous l'utilisons aussi régulièrement que la métonymie, et je vous donne 2-3 exemples, d'accord? Allons-y. Eh bien, c'est la synecdoque, mais une synecdoque particulière dont je vais vous parler ici, c'est la synecdoque généralisante du singulier pour le pluriel. Alors, le français aime le vin, le belge aime la frite, le belge aime la frite, le suisse aime le chocolat, le hongrois aime le paprika. Bon. Eh bien, j'ai dit des imbécilités. C'est faux, totalement faux, parce qu'en disant que le français aime le vin, que le belge aime la frite, j'ai dit quoi? Que depuis Vercingétorix jusqu'à aujourd'hui, tous les Français, tous les Belges ont aimé le vin et les autres la frite. Et même mieux, dans l'étendue, partout où ils se trouvent sur la face de la terre, ils aiment le vin et les frites, et c'est évidemment faux. Mais, c'est pas grave. Maintenant, mes chers amis, soyez avec moi, comme diraient les prestidigitateurs, et pendant 1 minute, ne me regardez pas, regardez juste la pointe de vos chaussures, s'il vous plaît. Juste la pointe de vos chaussures. Madame n'est pas obéissante. Voilà. Bien. Et écoutez-moi simplement parler. Et je le fais volontairement, donc ne me censurez pas. Le nègre est, le japonais est, le chinois est, l'arabe est, le juif est. Vous pouvez lever les yeux et tous avoir honte. Tous. Vous avez tous rempli mes silences. C'est quelque chose du genre, le nègre est, j'invente, le nègre est cannibale, le japonais est cruel, le chinois est fourbe, l'arabe est terroriste, le russe est... Vous avez tous fait ça. Nous avons tous fait ça. Et ça, figurez-vous, c'est le plus grand péché, celui qui emporte tout le reste de ce que je viens de vous dire. En effet, c'est de l'essentialisation. C'est dire que le français est, ou le nègre est, veut dire que par essence, effectivement, il est. Vous comprenez? Et par conséquent, c'est. Et je vous donne tout de suite un exemple que j'ai pêché il n'y a pas tellement longtemps dans la littérature. Eh bien, ça veut dire ceci, c'est que finalement, par essence, un seul individu représente la totalité des autres, parce que, appartenant à ce groupe, tous les membres de ce groupe sont de la même essence. C'est le lit, c'est le véhicule de tous les préjugés. C'est là-dessus que se fabriquent tous les préjugés. Exemple. Alors, je vous dis parce que, je n'ai pas lu, mais c'était une conversation avec une chercheuse là, à l'université. Vous savez que, malheureusement, c'est comme ça, c'est tragique, des hommes violent des femmes. Les statistiques montrent que 90% des viols sont commis par des hommes sur des femmes. On ne dit jamais que 10% des viols sont commis par des femmes sur des hommes. Je ne vous explique pas comment on fait, ce n'est pas nécessaire. 10% des viols sont commis par des femmes sur des hommes. C'est probablement plus que 10%, mais les hommes sont tellement honteux qu'ils ne portent pas plainte. Vous comprenez? Bien. Quand on entend ça, qu'est-ce qui en résulte? On dit ceci. Voilà. Écoutez, un homme qui viole une femme
donne l'homme est violeur. Une femme qui viole un homme, on dit ben, cette femme a violé un homme. Le préjugé jouant là, il est entendu que l'essence de l'homme est d'être violeur. Un homme a violé une femme, l'homme est violeur. Comme il n'y a que 10%, et quand il faut que quelqu'un vienne vous dire qu'il y a des femmes qui violent des hommes, effectivement, eh bien là, c'est la femme n'est pas violeuse, mais une femme a violé un homme. Et donc, il faut faire extrêmement attention à cette synecdoque généralisante. Elle est, cette synecdoque, je vous le dis, le véhicule de tous ces malheurs-là. Et vous pouvez me demander alors, effectivement, qu'est-ce qu'il en résulte? Mais des choses immenses. Le complotisme se fonde là-dessus. Le complot maçonnique, c'est la même chose. Le complot de l'Opus Dei, ça se fonde exactement sur le même mécanisme. C'est celui-là qui prévaut. Et donc, vous pouvez me poser la question, alors, c'est une maladie, comment faut-il en guérir? Je vais vous dire, je pense, pour une fois, je donne une recette. Comment il faut en guérir? Parce que, évidemment, je ne suis pas exempt de tout ça. Eh bien, quand je me surprends à avoir une pensée qui relève de la synecdoque généralisante, je vais près du mur le plus proche et je me tape la tête. Je plaisante pas. Je tape la tête contre le mur. Quand il m'arrive d'articuler, je me tape sur la gueule. Au bout d'un certain temps, on pense moins comme ça et on articule moins d'abominations comme celle-là. Et il y a moyen de se guérir de ça, et il faut le faire. Sinon, sans même le savoir, on fait partie de ce peuple au sens général, qui effectivement crée le complotisme, qui complote et qui vit d'idées simples, simplistes, et de tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Et le véhicule de tout ce que je viens de dire, c'est ça, c'est la synecdoque généralisante. Or, que personne ne lève le doigt ici, personne ne me regarde même en me disant oui, oui, monsieur, non, mais nous ne sommes pas libres de tout ça, nous ne sommes pas exempts de tout ça. Voilà. Et donc c'est bien de nous que je viens parler ce soir, et pas des autres. Les autres, c'est nous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai jusqu'à présent? On va presque arriver au bout de la généralisation, et comme il est 9h20, je peux encore parler de l'antisémitisme, parce que... Ah bon? Ah oui, parce que le propos de la démonstration, c'est pour ça qu'en bas de la page, en fait c'était 2 cours que je lui ai donnés à l'université. La partie inférieure, c'était l'antisémitisme. Ça fait 6 heures au total, ici ça fait beaucoup moins, mais je peux vous dire que tout ce que je viens de vous expliquer s'applique à la lettre au 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 15, à l'antisémitisme. C'est un des moteurs qui fait fonctionner ce qui est en bas de la page. On y vient tout de suite. Mais résumons d'abord, si vous le permettez. Donc, il y a, à ce stade-ci, et j'ai donné le dernier maillon maintenant, la mobilisation destructrice contre une minorité dite inférieure ou crue inférieure et menaçante, crue menaçante, parce que différente, donc insaisissable, et considérée par des explications simplistes et gratifiantes comme responsable dans sa totalité, grâce à la synecdoque, de tous les malheurs de la majorité. Et ça fonctionne comme ça. Alors, essayez de me démonter ça. C'est presque impossible. Je ne dis pas tout à fait impossible, mais presque impossible. Et donc, mes très chers amis, ce qui est évidemment grave, c'est que tout ce que je viens de vous dire s'applique au cas des Juifs. Alors, nous allons essayer, nous n'irons pas jusqu'au bout, nous n'avons pas plus le temps, mais si vous en avez encore un peu le courage et l'envie, la curiosité, je vais essayer de vous appliquer ce que je viens de dire à la situation des Juifs et à leurs problèmes. Personne ne proteste? Tout le monde est d'accord? Alors on va le faire. Allez, chère madame, c'est une chose importante de la vie. Eh bien, l'agression visant les Juifs se décline sous différentes étiquettes. D'abord, l'étiquette de l'antijudaïsme, païen et chrétien, devenu l'antisémitisme politique et autres, on va le montrer, à partir de 1878 à peu près, sous la plume de Wilhelm Marr, qui est le créateur du terme antisémitisme. On va vous parler quelques mots de ce monsieur, dont on devrait tous connaître le nom et que peu de gens connaissent. C'est Wilhelm Marr, en 1878, qui a inventé le mot. C'était un polémiste, journaliste allemand, qui a eu 3 femmes juives dans sa vie.
Peut-être est-ce pour ça, je n'ose pas le dire, ce serait trop simple. Ce serait une de ces explications simplistes. Donc il ne faut pas Il s'est fait violer. silencer. Comment? Il s'est fait violer, peut-être. Non, non, monsieur Gutowski, il n'a pas été heureux avec elle. Non, j'ai... Voilà. Alors, Non, mais je veux simplement dire, Oui. avant de continuer, Oui. dans les cours des Yiddish que je donne, il y a un proverbe qui dit quand il y a un voleur non juif, quand il vole, on le pend, c'est au XIXe siècle. Quand un voleur juif vole, on tue tout le village. mais c'est la même chose, mais évidemment. Ah, Je monsieur, résume ça. monsieur Gutowski, vous venez d'illustrer par un autre exemple ce que nous venons de dire. C'est ça, ensemble. excusez-moi parce que... Mais le aucun temps mal, presse. aucun mal, évidemment. Alors, il m'arrive souvent que mes étudiants, ou bien plus simplement des gens qui me font l'amitié de m'interroger, me posent une question impossible. En me disant, voilà monsieur, je sais que l'antisémitisme existe, c'est affreux, dites-moi pourquoi on raie les juifs. Mais madame, il n'y a pas de réponse, ou monsieur, il n'y a pas de réponse à ça comme ça, c'est une chose extrêmement compliquée. Si, je veux la réponse. Ils ont peut-être fait quelque chose. Il y a peut-être une raison à ça. Pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tous les clichés, etc. Alors bon, dans ce cas, je me résous à faire ce que je vais faire avec vous maintenant, pour gagner un peu de temps, puis on va un peu développer. J'utilise une autre image, qui est celle des matrioshkas. Les poupées russes. Ouais. Vraiment. Et l'image de la matrioshka me permet de vous expliquer pourquoi, malheureusement, l'antisémitisme relève de la paranoïa incurable et qu'il n'y a pas moyen de mettre un terme à l'antisémitisme. Et je vais expliquer pourquoi. On peut faire des choses, comme tout à l'heure, on peut faire des choses. Mais arrêter l'antisémitisme, vous ne pourrez pas, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ça fonctionne comme ça, et chaque item que je vais vous dire ici est l'objet d'un cours entier, hein, donc ne vous en faites pas. La chose part dans l'Antiquité, dans l'Antiquité gréco-romaine. C'est chez les Grecs qu'on trouve d'abord, dans toute une littérature beaucoup plus importante qu'on l'imagine, et sous la plume de grands auteurs auxquels on ne penserait même pas, une animosité sociopolitique à l'égard des Juifs que les Romains connaissaient, que les Grecs connaissaient très très bien, tellement même que c'est Théophraste, qui est un philosophe très secondaire, qui était élève d'Aristote, qui le tout premier dans la littérature grecque mentionne les Juifs, et il en a dit cette phrase extraordinaire: les Juifs, c'est un peuple tout entier de philosophes. Pourquoi? Ça avait un sens. C'est que les philosophes grecs, Socrate, Platon et les autres, avaient déjà la conception d'un Dieu un. Mais ce Dieu un, le démiurge, lançait la boule, mais ne s'en occupait plus. D'accord? Et donc, effectivement, mais il y a un démiurge qui lance la boule. Et c'est ça, évidemment, la base aussi de la réflexion de ces philosophes. Alors, je disais, oui, ces gens-là, ils ont aussi l'idée d'un Dieu qui lance la boule, ils s'en occupent d'ailleurs, bon. Ce sont donc des philosophes, comme nous. Voilà. Parce que dans la mythologie grecque, vous savez très bien que l'univers, la genèse du monde est le résultat du combat, de la guerre, des dieux. Non, c'est pas ça. Il y a un créateur qui lance, c'est les philosophes aussi. Donc ils sont tous philosophes. Très bien. Plus tard, ce sera une autre opinion qu'on aura deux, bien entendu. Et les Grecs et les Romains ne les supporteront pas très bien, mais il ne faut surtout pas, comme on le dit dans de mauvais livres, parler des pharaons d'Égypte antisémites. Allons donc. Contre les Juifs. Allons donc. Quand les Hébreux, pas les Juifs, les Hébreux sont en Égypte, les pyramides, qui sont supposées dans les Haggadot, à coup de fouet, construits pour Pharaon, sont là depuis 1000 ans. Ils sont des Hébreux, ce n'est pas des Juifs. D'accord? Bon, il faut bien voir un petit peu également le temps. Voilà. Mais il se fait que les Grecs et les Romains finissent par les rencontrer, et effectivement, ils ne les sentent pas bien. En effet,